d'aller foutre son treillis et d'aller écouter du son en pensant être un rebelle, alors qu'en fait non, c'est juste une autre sorte de conformisme. Après avoir bien lutté contre le système et bien fait son petit rebelle à l'extérieur, il y a un moment où il va devoir s'enfermer avec lui-même et aller creuser le plus profondément possible à l'intérieur de lui. Pouh, t'as plus peur de rien, t'es là, ouais, non mais en fait moi je suis là pour m'éclater, la vie est magnifique, et tu finis quand même toujours par tomber dedans et tu te dis mais comment c'est possible après avoir vécu des choses comme ça? Se débarrasser de l'ego? Non, pas tout à fait. Oui, on a des appétences pour certaines choses, on a un rejet catégorique d'autres choses. Oui, la conscience a envie de ça en fait. Bah, tu vas te rendre compte en fait pourquoi t'as la haine envers quelqu'un comme ça. C'est parce que tu l'aimes en fait désespérément et que tu es profondément triste que cette personne ne t'aime pas en retour. Un frère, une sœur, comme Animus et Anima, un sorcier et un fauve, presque des archétypes jungiens qui vont visiter l'ombre dont ils sont les constituants pour tenter de la retourner et accéder à eux-mêmes au travers d'une épopée psychédélique et labyrinthique qui n'est pas sans rappeler d'autres livres d'inspiration jungienne comme la déroutante Maison des Feuilles de Mark Danielewski ou le mythique Fight Club de Chuck Palahniuk qu'il n'est plus besoin de présenter. Zoé Ababou est une écrivaine guerrière, une puriste attachée à l'authenticité du verbe sans phare et à celle des cérémonies chamaniques non adaptées à notre bien-pensance et à notre tiédeur occidentale. La découverte de soi n'est pas une excursion touristique planante, c'est une immersion qui fait appel au guerrier en soi, une exigence et une discipline, et nous avons pour en parler le bonheur d'accueillir Zoé Ababou, auteure de la saga Borderline. Bienvenue Zoé. Waouh, quelle présentation de fou, merci infiniment. Waouh, waouh. Eh ben merci. Alors malgré cette présentation de fou, est-ce que tu peux quand même te présenter à nos auditeurs? Me présenter, je pense que tu as dit déjà pas mal, donc oui, effectivement, je suis écrivain. Je pense que j'ai toujours su que j'étais écrivain, donc voilà, et je suis aussi une grande voyageuse en fait. Donc je pense que ouais, je me mets dans la catégorie, on va dire, des écrivains voyageurs qui ont besoin en fait de parcourir le monde et de vivre des expériences assez extrêmes pour avoir du carburant pour écrire quelque chose qui envoie en fait, vu que c'est quand même c'est très important pour moi de développer de la puissance en fait dans à peu près tout ce que je fais, mais principalement dans l'écriture. Je suis du genre à aimer les livres coup de poing, un peu comme il disait Kafka, je crois en fait, que un livre doit être la hache pour la mer gelée qui est en nous, et que si c'est pas le cas, en fait, ça sert à rien de le lire. Donc voilà, moi j'écris pour réveiller, on va dire. C'est un peu c'est ce que j'aime moi dans les livres, et donc évidemment c'est comme ça que j'écris aussi. L'idée c'est un petit peu effectivement d'envoyer quoi, et que ça fasse un petit choc, et que ça remette de l'électricité dans les neurones, et qu'on se dise et que ça amène à quelques remises en question aussi. Donc voilà ce que je suis. Ouais, je crois que l'image de la hache est bien trouvée parce que c'est vraiment tranchant comme style. Et puis j'ai vraiment trouvé quelque chose de très labyrinthique. C'est pour ça que je faisais référence à Danielewski, parce que son livre est un vrai labyrinthe où on s'y perd. Et puis toi aussi, on passe d'une époque à une autre, d'un personnage à un autre, sans forcément se rendre compte, parce qu'on n'est pas averti. Et tout à coup, on se retrouve dans un univers totalement différent d'un paragraphe à l'autre, j'ai envie de dire parfois. Oui. Bon, après, c'est un peu moins extrême quand même que la Maison des Feuilles. Bon, je l'ai pas lu, mais enfin, j'en ai beaucoup entendu parler, et donc voilà, c'est quand même un peu moins extrême. Mais j'aime beaucoup cette écriture fragmentée en fait. À vrai dire, c'est Nietzsche et ses fameux aphorismes qui m'ont donné cette idée en fait. J'aimais bien en fait avoir des passages en fait comme ça qui rentrent dedans directement sans avoir forcément de continuité. Après moi, ce que j'aime, c'est dans ce genre d'écriture puzzle en fait, d'écriture fragmentaire, c'est que chaque passage vaut en tant que tel, mais s'inscrit aussi en fait dans quelque chose de plus global, et qu'on comprendra d'ailleurs probablement à la fin, quand on aura tous les éléments, et qu'on arrivera justement, que ce soit au niveau chronologique, au niveau de la pensée du personnage, qu'on arrivera en fait à faire le lien. Donc il y a un petit effort aussi qui est demandé au lecteur, mais je pense que, alors j'aime bien quand le lecteur se laisse porter, mais j'aime aussi en fait quand le lecteur je pense que il est plus impliqué en fait, il est plus impliqué dans ce qu'il lit quand il a un effort en fait à dire mais d'où ça sort ça.
D'où ça sort? Qu'est-ce que je suis en train de lire? Où est-ce que ça se situe? C'est quelque chose que voilà, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc voilà. Et aussi, pourquoi Borderline est fragmenté de cette façon-là? C'est pour montrer en fait que la vie n'est pas quelque chose de linéaire, bien qu'on a tendance à le vivre peut-être ou quand on pense au passé ou au futur à le voir d'une façon linéaire. En fait, c'est pas le cas du tout. Le passé continue à vivre à l'intérieur de nous et à sécréter soit des bonnes choses, soit du venin qui nous influence d'une mauvaise façon, et le futur dans un sens, soit qu'il soit déjà écrit, soit qu'on le connaisse déjà, soit que et voilà. Donc et le présent en fait est plus ou moins constitué entre toutes ces choses. Donc c'est pour ça qu'il y a des va-et-vient en fait dans mes livres entre les époques. En fait, c'est l'idée de montrer que la vie d'une personne, la personnalité d'une personne et l'âme d'une personne en fait est constituée de tout un tas de fragments, un futur qui existe déjà, un passé qui continue en fait à vivre à l'intérieur de nous, et qu'il est possible aussi de réécrire en fait ces choses-là. C'est pour ça en fait que le personnage voilà part dans la jungle, prend de l'ayahuasca, étudie en fait toute son existence et même son futur en fait en l'occurrence pour incorporer son histoire, mais aussi dans une certaine mesure en fait la réécrire, comprendre un passé qui est relativement traumatique à l'aune du présent et même en fait à l'aune du futur en fait. Donc c'est quelque chose comme ça. J'avais pas forcément conscience de faire ça en fait au moment où je le faisais, parce que c'est tout simplement voilà, une écriture. Ça m'allait bien d'écrire des passages comme ça m'allait bien. Mais après, en découvrant des livres comme celui de Se souvenir du futur, par exemple, comme celui de Romuald de Terrier et Jocelyn Morisson, j'ai découvert qu'en fait, c'était pas con du tout, en fait, comme façon de faire. Et voilà. Ok, ouais. Voilà. Très bien. En tout cas, c'est vrai que tu prends pas trop le lecteur par la main, tu le laisses un petit peu se perdre, et puis il faut accepter un petit peu cette idée. Au début, quand on est lecteur, on se dit ouh là là, où est-ce qu'on est emmené? Mais c'est vrai que du coup, ça demande une attention un petit peu plus accrue quand on se plonge dans ton bouquin. C'est ce que tu veux, en fait. Oui, c'est ce que je veux. Et puis aussi, vu que c'est quand même quelque chose qui s'inscrit dans le chamanisme, il y a aussi cette dimension en fait qui peut être intéressante. Pas forcément de le vivre comme on vivrait une cérémonie d'ayahuasca, mais pas loin dans un sens. D'être entré dans quelque chose d'une façon très immersive, sans savoir, là en l'occurrence dans l'esprit du personnage, puisqu'on est catapulté en fait directement dans l'esprit du personnage sans savoir ce qui lui est arrivé ni rien. En plus, le livre commence quand même en fait, c'est quelqu'un qui a tordu sa diète, hein, donc dans ces cas-là en fait les conséquences sont désastreuses. Donc il passe un putain de bad trip en fait à l'hôtel où il est en fait persécuté, il est en pleine fièvre, et il est persécuté par des esprits, enfin il sait pas trop où il en est. Et ça, finalement, c'est quelque chose de très ayahuasca quand même. Hein. Alors, même si on tord pas sa diète, quand on est en pleine cérémonie, il y a quand même beaucoup d'éléments qui viennent, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau des pensées, au niveau des esprits qui viennent nous voir, qu'on sait pas qui c'est forcément. On est comme ça dans une espèce de dimension qui est bien difficile bien difficile. On est un peu perdu parfois. Et j'aime bien en fait que mon lecteur expérimente cette chose à travers mon écriture. Donc ça, c'est pareil, ça s'est mis plus tard sur le tas. C'était pas forcément volontaire, mais c'est ce que je découvre en fait maintenant. Ok. Est-ce que tu peux raconter ce qu'est une diète pour les auditeurs qui sont peut-être un petit peu moins coutumiers des expériences autour de l'ayahuasca? Alors, une diète, alors l'ayahuasca, c'est une chose, hein, on peut la prendre de façon isolée pour vivre juste une cérémonie ou plusieurs sur une semaine. Une diète, là, on parle de plantes maîtresses, en fait. Donc, on parle plus tellement d'ayahuasca, bien que l'ayahuasca entre en ligne de compte. Les plantes maîtresses, ce sont des plantes enseignantes en Amazonie, donc ce sont des plantes qui ont un esprit. Et elles peuvent nous transmettre du savoir et du pouvoir. D'accord? Donc, en fait, l'idée, c'est de devenir tout simplement amis, d'en faire des alliés de ces plantes, en fait, de ces esprits. Et dans ces cas-là, on entre dans un processus de diète pour en fait apprivoiser la plante et qu'elle accepte en fait de nous enseigner tout simplement. Donc, dans ces cas-là, on est isolé dans la jungle, dans une petite maison particulière qu'on appelle Tambo. Et il y a un régime alimentaire extrêmement strict, des restrictions aussi comportementales, c'est-à-dire que on est isolé. Si on croise une autre personne, il faut pas la regarder dans les yeux, il faut pas la toucher, dans le but en fait de pas interférer, de pas faire interférer notre énergie avec celle d'une autre personne, et aussi l'énergie de la plante qu'on diète avec une autre personne. Sinon, c'est ce qu'on appelle une diète tordue ou un croisement de diète, et donc ça a des mauvaises conséquences. Donc voilà, la plante, on va la consommer. Alors ça peut être la sève d'un arbre, ça peut être une décoction qui vient de la racine, de l'écorce, des feuilles. Selon les plantes, il y a différentes façons. On la consomme chaque jour, en fait. Voilà, on la boit souvent.
Et donc, on fait aussi des cérémonies d'ayahuasca. Et dans ces cas-là, l'ayahuasca, en fait, sert d'interface avec la plante. Elle ouvre, un champ visionnaire, on va dire, avec lequel on peut projeter ses questions et ses réponses. Et notre plante communique avec nous à travers ce biais, mais c'est pas le seul. Les rêves sont peut-être encore plus fondamentaux d'ailleurs que les cérémonies dans ces cas-là. Et vu qu'on est isolé, qu'on ne s'agite pas inutilement, qu'on mange vraiment le minimum, le corps et l'esprit en fait se nettoient, se clarifient énormément, et donc ça ouvre au niveau de la communication entre le conscient et l'inconscient. Par exemple, il y a quelque chose de phénoménal qui se passe, et c'est vrai que les plantes maîtresses, elles utilisent souvent en fait le canal de l'inconscient en fait pour s'adresser à nous, et on fait des rêves effectivement de plus en plus significatifs, surtout si on a la chance après d'avoir des chamans qui sont capables d'analyser nos rêves et qui nous expliquent en fait aussi, parce que nous on a une vision, eux ils en ont une autre, c'est vraiment deux paradigmes différents, et leur interprétation des rêves est très pertinente, très intéressante pour avancer en fait. Et donc voilà, ça dure à peu près 1 mois en général, enfin ça dépend, et on part là-dedans avec une intention quand même, quelque chose de précis qu'on a envie de travailler en général, et on en ressort en général, waouh, bien plus fort. Mmh mh, mmh. Mhm. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, de gap, culturel entre, eux et nous pour l'interprétation des rêves? Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes, références symboliques, quand on interprète des rêves, je sais pas? Oui, alors moi, tu fais bien d'en parler, parce que oui, moi, dans ma dernière diète, par exemple, il y a un moment où j'étais vraiment confrontée en fait à. C'était pas une diète facile, et j'avais. Alors moi, j'étais en pleine découverte de l'alchimie, et j'ai fait un rêve notamment, voilà, qui, selon, on va dire, selon des symboles alchimiques, me paraissait extrêmement positif. Me paraissait vraiment au niveau de l'évolution, ça paraissait extrêmement positif. Dedans, il y avait une tête coupée et du sang, d'accord? Bon, juste pour en passant. Ça, par exemple, dans le paradigme des chamans, c'est un mauvais rêve. C'est mauvais. Ça veut dire que ma diète n'est pas droite. Ça veut dire que je suis en train de partir du côté obscur de la plante, et qu'ils vont devoir me redresser en fait avec leur chant durant les cérémonies. Ils vont devoir me redresser. Donc voilà. Donc moi, j'avais mon interprétation, eux avaient la leur. Ils m'ont demandé de fouiller dans l'obscurité, en fait. Voilà, il se trouve que j'avais de l'obscurité par rapport à des diètes en fait précédentes que j'avais fait, et qui, selon eux, n'étaient pas assez. Je l'avais pas fait volontairement, mais je les avais tordues en fait. Je les avais tordues, trop de contact avec d'autres personnes, une alimentation qui était pas assez stricte. Voilà, donc en fait, je m'étais chopé l'obscurité des plantes. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Voilà, dans le monde des plantes, en fait, enfin les plantes, elles ont plusieurs mondes. Elles ont un monde lumineux, un monde obscur. C'est d'ailleurs là qu'intervient la sorcellerie, le monde obscur en fait, c'est-à-dire que les esprits de la partie obscure de la plante en fait peuvent t'enseigner aussi des choses, la sorcellerie par exemple, d'accord? Par contre, quand tu cherches la médecine, il faut se diriger du côté lumineux, et là tu vas recevoir des enseignements en vue de faire du bien tout simplement aux autres, hein, pour faire schématiquement. Quand tu tords ta diète, mathématiquement, que tu le veuilles ou non, en fait, tu pars du côté obscur. Voilà. Donc, c'est pas une bonne chose. Enfin, ça dépend ce que tu cherches. Moi, je cherche pas la sorcellerie, donc voilà. Et donc, voilà, ils m'ont demandé de fouiller, en fait, parce qu'apparemment, j'ai de l'obscurité. Donc, j'ai fouillé dans l'obscurité. Je voyais vraiment, mes cérémonies étaient vraiment difficiles. Chaque jour que je passais toute seule dans mon tombeau était de plus en plus difficile. Et, il y a un moment où je me suis dit, moi, ça me paraît pas bien, en fait. Ils me demandent de faire quelque chose. Je vais dans l'obscurité, et puis ils me disent, bah non, t'as trop d'obscurité. Bah oui, les gars, vous m'avez demandé d'y aller, j'y étais. Et effectivement, c'est de plus en plus obscur. Moi, j'avais plutôt envie de me dire, en fait, plutôt que de lutter contre le mal, je préférais, moi, me connecter au bien, et voilà, ça va se nettoyer tout seul, en fait. En suivant la ligne vers la lumière, ça va se nettoyer tout seul. Visiblement, c'était pas leur cas. Et donc, j'étais dans une grosse problématique comme ça, genre, j'en pouvais plus vraiment. Et donc, avant de dormir, parce que ça, c'est quelque chose d'intéressant, avant de dormir, tu poses la problématique, en fait, pour ouvrir, en fait, que les plantes, voilà, que la plante que tu diètes te communique un message, mais aussi, toi, entre ton conscient et ton inconscient, de créer une zone, tu poses la problématique. Donc, voilà, moi, j'étais là. Est-ce que je dois faire confiance au chaman? Parce que j'étais vraiment perdue. Et j'ai eu un rêve extrêmement significatif, tu peux même pas imaginer. Et là, du coup, il n'y avait pas de double interprétation possible. Même moi, avec de la mauvaise volonté, oui, ça me disait clairement, oui, fais confiance au chaman. Et à partir de là, même sans avoir besoin de quoi que ce soit, les choses se sont régulées, et ma diète allait bien, et elle s'est très bien conclue. Et j'ai fait un rêve, par exemple. Pour eux, c'est très important. On est censé faire certains rêves. Par exemple, à la fin de ta diète, tu es censé soit avoir un couronnement, c'est-à-dire que l'esprit de ta plante va te foutre une couronne sur la tête, hein, clairement, soit te voir toi-même, en fait, tout en haut de la cime de la plante que tu diètes. Donc, que ce soit en cérémonie d'ayahuasca ou dans un rêve, tu dois vraiment, voilà, te voir, en fait,
te voir en haut de la plante. Et moi, en fait, il se trouve que à la fin de la diète, ils te font un chant de clôture, ils te mettent des arcanes, des protections. Et il avait chanté, en fait, ma plante me donnait un collier, qu'elle me mettait la couronne. Il chantait ça. J'avais pas trop fait attention sur le moment. Et voilà, quelques jours avant de partir, j'ai fait un rêve où, en fait, je recevais un collier absolument magnifique. C'était un homme, en l'occurrence, ça ressemblait pas à un esprit de plante, mais enfin bon, bref, dans les rêves, peu importe les personnages, un homme avec la peau un peu foncée il me présentait en fait un présentoir avec plusieurs colliers. Il y en avait un qui était absolument magnifique, un truc bleu en forme d'attrape-raie avec un cristal de quartz énorme, les plumes qui descendaient comme ça. Et j'ai dit c'est celui-là que je veux. Il me l'a mis autour du cou. J'ai pas fait vraiment attention sur le moment, je me souvenais plus du chant du chaman et je l'ai dit après au chaman. Il a fait waouh, mais c'est bon Zoé, voilà, purée, ça y est, ils étaient là, ils se tapaient la main entre eux, ils étaient super contents, beau boulot, bravo. Voilà. Donc, tu vois. Voilà. C'est clair. Très bien. Quelle est ta quête en fait, au travers de tes livres et pour toi dans ta vie, quelle est ta quête? La liberté. La liberté. Alors évidemment, pour moi, ça passe par l'expansion de la conscience. Hein, c'est la clé de toute façon. C'est ce que j'ai toujours recherché. C'est pour ça que j'ai fait des études de philosophie. À vrai dire, c'est quand j'ai entendu parler. Bon, la liberté, je la sentais déjà en moi depuis très très petite. Même si quand on est petit, je pense c'est pas le concept de liberté n'est pas forcément défini, mais c'est quelque chose qu'on sent. Je me souvien quand j'allais faire du vélo au coucher du soleil chez mon arrière-grand-mère, toute seule dans les champs, et que j'allais super vite avec mon petit vélo, et que je sentais quelque chose comme je sais pas, pour un enfant, ça le fait pas trop de dire ça, mais comme une espèce d'orgasme de quelque chose, en fait, où tu te transcendes, en fait, toi-même, de par la beauté de la lumière du soir, la vitesse sur ton vélo, le fait d'être tout seul, et enfin, voilà, et je l'ai identifié, en fait, je pense, très jeune, et cette sensation, en fait, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment dans les sensations. Je suis pas trop dans l'intellect ni rien. Pour moi, en fait, la vérité des choses, elle est facile à sentir, en fait. Elle est facile à sentir en soi. Donc, je pense que c'est ça que rapidement, c'est ça que j'ai toujours cherché. J'étais déjà une tête brûlée très jeune. C'est pour ça aussi que je me suis défoncée, en fait. Que je suis partie, tu sais, dans les rêves parties, en fait, parce que je pensais que la drogue, en fait, hein, vraiment, ce qu'on peut qualifier de drogue, c'est-à-dire les drogues plus ou moins mauvaises, hein, quand même, ça permettait, en fait, d'exploser les limites en fait qu'on peut avoir à l'intérieur de soi ou même socialement, c'est-à-dire qu'il y a les bons d'un côté puis il y a les drogués de l'autre. Et ben moi je voulais aller du côté de ceux en fait qui respectent pas les lois, de ceux qui voilà. Après j'ai rapidement découvert quand même que ces gens-là, les punks à chiens et compagnie, n'étaient pas spécialement plus élevés que nous, que c'était qu'il y en avait qui étaient bien des teubés aussi quand même, et que finalement c'est se conformer aussi, d'aller foutre son treillis et d'aller écouter du son en pensant être un rebelle, alors qu'en fait non, c'est juste une autre sorte de conformisme. Toi aussi tu mets ton uniforme de tougher et compagnie. Et j'ai bien vu aussi que ces gens-là ne cherchaient pas en fait l'expansion de la conscience. Certains peut-être oui, dans le milieu où j'étais non. Et que moi, quand je prenais du LSD ou quand je prenais des trucs, en fait, je cherchais pas du tout la même chose qu'eux, en fait. Donc j'étais extrêmement frustrée. En parallèle de ça, je faisais aussi des études de philo, du coup, parce que quand j'ai entendu parler de la conscience, j'ai rapidement identifié que c'était ça, en fait. C'était ça la clé de ce que je cherchais. Donc, j'ai fait des études de philo par pure passion, encore une fois, pas du tout parce que je voulais devenir prof ou quoi que ce soit. Ça n'a aucun débouché, de toute façon, la philo, quasiment. Donc, je l'ai fait par pure passion. Quand j'ai découvert au bout de 3 ans qu'en fait, ça était en train de tourner en rond, que ces gens-là, encore une fois, étaient en pleine masturbation intellectuelle et qui ne se coltaient pas, en fait, à l'expérience, qu'ils étaient enfermés dans leur petit bureau avec tous leurs livres là comme ça, à manipuler des grands concepts et en s'imaginant toucher quelque chose de vrai, alors qu'en fait pas du tout. Ça c'est un savoir encyclopédique, c'est une restitution de machin, c'est des envolées. Mais pour moi, tant que tu te coltes pas à l'expérience, mets-la en pratique, la philosophie, en fait. Va te colter à la vie et voyons voir si tes grands concepts si jolis, quand ils se confrontent à la réalité, qu'est-ce que ça donne? Au niveau de la morale, au niveau des valeurs aussi, c'est bien facile, en fait, de défendre certaines choses tant que t'es pas confronté à la réalité. Donc j'ai fait OK, j'ai fait ma licence. Moi, je vais pas plus loin. Ça me passionnait plus. J'ai fait très bien. Et c'est là que je suis partie en Amérique du Sud, en fait, pour l'éprouver, en fait, cette liberté. Et pour voir aussi ce que j'avais à l'intérieur de moi, pour voir si moi aussi j'étais que du blabla, ou si toutes les grandes choses que je disais, une fois seule à seule avec moi-même, si j'allais vraiment, si j'avais vraiment les tripes en fait de porter mes valeurs, de les assumer et de les incarner en fait. Et oui, je me suis rendu compte que le voyage en solitaire avec le sac à dos à travers l'Amérique latine, c'était moi quoi, j'avais jamais été autant moi-même en fait que là-dedans.
Et voilà. Et donc, c'est aussi pour ça que je continue, bien sûr, l'ayahuasca, que pour moi, en fait, c'est vraiment ma voie, en fait, hein, comme une voie initiatique c'est pour ça que je continue dans cette voie sans finalement trop m'éparpiller ailleurs, parce que je pense qu'elle est suffisamment riche, profonde et longue, en fait, pour me donner une ligne directrice, en fait. Et du coup, c'est pareil quand tu fais des diètes, que tu reviens dans ce monde, que tu retournes après en Amazonie, tu peux, en fait, t'as des points de repère pour voir de quelle façon t'as évolué, les croyances que t'as modifiées, les espaces de liberté que t'as justement creusé, les choses qu'il y a encore à travailler. Tu t'as des repères, en fait, pour voir où t'en es sur le même chemin. Et moi, je sais que ça m'aide pour voir où j'en suis, en fait. Et il y a toujours quelque chose de fascinant dans le thème de la liberté parce on a tendance à croire, quand on en parle, en tout cas ici en Occident, que c'est quelque chose qui fait partie de la zone du confort, qu'on se sent forcément bien dans la liberté, mais il y a aussi une dimension de contrainte dans la liberté. C'est un petit peu la voie du guerrier dont tu parles parfois, où on peut trouver une liberté à l'intérieur d'une discipline. Je pense que l'ayahuasca demande aussi une très forte discipline. Comment tu arrives à expliquer ce rapport entre liberté et contrainte, hein? Je pense qu'en fait, il y a principalement un ennemi qui se met en travers de notre propre liberté. Et je pense que quand on est jeune, on a tendance à considérer que l'ennemi, en fait, est à l'extérieur, c'est-à-dire un système qui nous contraint, des choses qu'on n'a pas le droit, voilà, au niveau du droit, des choses qu'on a le droit de faire ou qu'on n'a pas le droit de faire. Mais après avoir peut-être foutu un coup de pied là-dedans, comme moi j'ai pu le faire, on s'aperçoit qu'on n'est toujours pas libre, en fait, que c'est pas du tout ça la clé, et que s'il y a quelque chose contre lequel on doit lutter, c'est quelque chose qui se trouve en fait à l'intérieur de nous-mêmes. Et pour rencontrer déjà cette chose de plein fouet, cette chose qui nous barre la route vers ce qu'on est vraiment, en fait, parce que pour moi la liberté c'est notre nature profonde, en fait, hein. Alors après il y a tout un tas de trucs qui sont autour et qui nous bloquent le chemin. Ça devrait être évident, en fait, mais ça ne l'est pas. Et donc, il faut d'abord rencontrer cette chose qui nous bloque la route, et après avoir des armes en mesure de la dézinguer. Alors, en l'occurrence, ce sera pas forcément la dézinguer, ce sera plus arriver à s'en servir d'une façon constructive, sans vouloir l'annihiler. Je pense que tout le monde a compris, c'est l'ego, hein, dont je parle, hein, évidemment. Et, euh, et donc, pour rencontrer déjà cet ego, pour arriver à se dissocier, en fait, à voir qu'il y a en nous, ça revient sur la conscience, hein, c'est l'un des trucs que j'ai appris en philo. La conscience, en fait, c'est ce qui nous permet de nous regarder nous-mêmes. Donc, s'il y a un décalage qui existe, s'il y a la possibilité d'un décalage, c'est donc qu'on n'est pas complètement, voilà, on n'est pas complètement l'ego, en fait, parce qu'il y a quelque chose qui est capable de regarder l'ego. Et donc voilà. Et moi, c'est pour ça, en fait, que je trouve que les plantes, voilà, les plantes entéogènes et les psychotropes, en fait, sont absolument magnifiques pour ça, parce qu'ils permettent, en fait, justement de prendre comme une distance, comme si on faisait un voyage en hélico et qu'on se reculait et qu'on disait waouh, d'accord, en fait la planète Terre elle est énorme, moi je vivais dans un tout petit truc comme ça et je pensais que c'était tout l'univers, et tu fais waouh, d'accord, ok. Et donc ça permet de prendre un recul et une distance phénoménale par rapport à soi-même, et de voir, en fait, les différentes parties qui nous composent, d'accord. Et donc, une fois qu'on a rencontré cet ego, on va dire, ce petit moi qui fonctionne avec quelque chose qui est complètement anti-liberté, pour le coup, avec un tas de petites limitations, c'est quelque chose, en fait, qui nous limite énormément, qui nous enferme, et c'est terrible, en fait, c'est terrible. Même quand on cherche, en fait, à devenir, même quand on a des grands élans pour devenir quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus beau, purée, lui, il va devenir non, toi, t'es ça, toi, t'es ça, voilà. C'est terrible, en fait. Et donc voilà, et je pense que une fois qu'on est confronté à l'ego, c'est pas si facile, en fait, de savoir comment l'aborder, comment l'utiliser, en fait, et comment s'en servir comme tremplin. Parce que je pense pas non plus, en fait, qu'ils doivent être dézingués. Moi, je cherche pas spécialement l'éveil et l'annihilation totale de l'ego ou sa disparition. C'est pas ce que je cherche. Je pense que c'est quand même l'ego, en fait, c'est quand même la couche la plus, comment on appelle ça? C'est ce qui est en contact avec le monde, en fait. C'est ce qui nous permet quand même aussi voilà, d'avoir une personnalité, de nous incarner, de nous exprimer, d'avoir une certaine patte, un certain style, on va dire. Donc voilà, moi, l'ego, je le renie pas non plus du tout. Simplement, il a un petit mécanisme qui est quand même nocif pour nous, d'accord? Donc moi, je trouve que voilà, en l'occurrence, la voie que j'ai choisie, elle permet
elle permet en fait de gérer cette chose-là, de gérer cette chose-là, de vraiment découvrir en fait notre ego, et d'arriver à réajuster certains schémas qui fonctionnent pas et qui nous bloquent en fait la route vers moi ce que j'appelle le soi, c'est-à-dire la partie de nous qui vacille pas, la partie de nous qui est éternelle, qui est stable, qui n'a jamais peur de rien, et donc évidemment qui est pour moi la liberté, qui c'est quelque chose qui n'a pas de limite en fait. Et pour entrer en contact avec ça, et ben voilà, moi c'est la voie que j'ai choisie. Mhm. Qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ton livre ou ta saga sur ce principe-là, sur quelqu'un qui est à la recherche de lui-même avec ses archétypes quasi jungiens? Pourquoi est-ce que tu es parti dans cette direction-là et pourquoi tu as voulu écrire? Est-ce que c'est une libération personnelle? Est-ce que tu as quelque chose à enseigner? Est-ce que c'est pour le lecteur? Comment est-ce que tu vois ton œuvre dans ta vie? Honnêtement, quand tu commences à écrire à 14 ans, je commençais déjà. Enfin voilà, quand t'es écrivain, de toute façon, tu commences à écrire dès que tu sais écrire. Voilà, donc et quand tu t'engages en fait si jeune, tu sais pas en fait pourquoi. Tu sais pas pourquoi, tu t'imagines pas spécialement non plus être publié ou ce que tu vas apporter au lecteur. Tu penses absolument pas à ça. Moi, ça faisait un moment déjà que je tâtonnais avec l'idée d'un frère et d'une sœur. La liberté était centrale, hein, c'était évident. Le côté rebelle aussi, c'était une évidence. Le côté rock'n'roll et badass aussi, comme ça, voilà, c'est ma personnalité, donc c'était évident. Donc je sais pas du tout quand j'ai commencé, voilà, faut savoir que j'avais 14 ans hein, quand j'ai commencé à écrire, et il y a des passages que j'ai écrits à 14 ans qui sont bel et bien dans les bouquins disséminés partout, on les voit pas mais ils sont là. Hein. Donc voilà, je savais pas du tout pourquoi, c'est juste que je pense que c'était quand même agréable pour moi en fait de vivre à travers un personnage. Surtout qu'en plus, vu qu'il y a un frère et une sœur jumeaux, ça me permettait d'avoir le côté masculin et le côté féminin ils sont jumeaux et c'est des âmes sœurs, en fait, hein. Donc, il y a le côté féminin et masculin de la même âme, en fait, qui se rencontrent. Moi, je pense que c'est mon âme à moi, hein, c'est pas compliqué, c'est tout, je cautionne absolument tout ce qu'ils disent, hein, c'est moi. Donc, c'était très agréable, à vrai dire, de pouvoir transposer mes pensées, ce qui me tenait à cœur à travers un personnage, c'est vrai. Après, je suis juste partie de l'idée en fait c'était à vrai dire un homme seul dans la rue en fait, un clodo, un clodo dans la rue qui commence à raconter son histoire. Et moi-même, je savais pas du tout où j'allais en fait. Et en fait, c'est Stephen King, je crois, qui dit ça en fait qu'un livre, en fait, une histoire, c'est comme si tu tombais sur un os en fait, un os de dinosaure dans le sol. Tu fais ah tiens, tu butes dessus, tu fais qu'est-ce que c'est? Tu vas prendre ton pinceau et petit à petit tu vas déterrer le truc, tu dis waouh, c'est un tyrannosaure, il est magnifique, il est grand comme ça. Moi, c'est tout à fait ça. J'ai trouvé un os, j'ai trouvé que cet os était très brillant, qu'il avait l'air bien joli. Et petit à petit, en fait, je savais pas du tout où j'allais. C'est pareil, l'ayahuasca, en fait, ce n'était pas du tout prévu qu'elle entre en scène. Simplement, moi, j'étais déjà en train d'écrire. Le personnage était déjà quelqu'un qui, voilà, donc au début, il se confronte à la société, hein, comme je l'ai dit. Il pense que la liberté est quelque chose d'extérieur, donc il va super loin, il se défonce, il fait de la merde à l'école. Le mec, il pense que c'est ça la liberté. Et après, moi-même, quand j'ai découvert l'ayahuasca, j'ai dit waouh, mais pour quelqu'un qui cherche la liberté, qui cherche à se connaître lui-même et qui veut savoir en fait quelle est la nature de la conscience, quand t'as ouvert cette porte-là, mais c'était obligé que mon personnage il se dirige vers ça. Ça me paraissait impossible en fait de pas le mettre dedans. Après, je savais pas quelle ampleur ça allait prendre. C'est pareil, la diète de plantes, j'avais pas encore pratiqué à ce moment-là, mais quand j'ai commencé à pratiquer la diète de plantes, mais je me suis dit mais c'est une évidence que quelqu'un qui veut vraiment aller au bout de lui-même, bien sûr qu'il faut qu'il s'engage là-dedans. C'est parce qu'en fait pour moi c'est ce moment en fait où t'es seul avec toi-même dans ton tombeau à prendre effectivement des plantes qui t'écartèlent en deux. Oui, en fait, pour moi, je suis désolée, c'est quasiment inévitable. En fait, quelqu'un qui se cherche vraiment lui-même, il y a un moment où il va devoir effectivement, après avoir bien lutté contre le système et bien fait son petit rebelle à l'extérieur, il y a un moment où il va devoir s'enfermer avec lui-même et aller creuser le plus profondément possible à l'intérieur de lui pour voir vraiment de quel bois il est fait, se confronter à ses ennemis intérieurs, se défaire de toutes ses illusions, nettoyer en fait son âme de tout ce qui n'est pas lui, pour arriver vraiment à
à l'essence de ce qu'il est. Et moi, personnellement, je connais pas de méthode de plus belle que celle-là, plus belle et plus puissante et plus efficace que celle-là pour le faire. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée avec une saga et un mec, en fait, qui part dans la jungle pendant des mois et des mois à diéter des plantes et à faire des cérémonies dans tous les sens pour arriver à ça, quoi, en fait. C'est marrant quand tu décris cette hutte dans laquelle il faut faire cette diète et puis que tu utilises le mot tombeau. Ça fait vraiment tombeau. Oui, c'est marrant, c'est marrant. Dans un sens, oui, en même temps, c'est bien parce qu'il y a une partie de toi qui va vraiment crever et puis il y en a une autre qui va renaître. De toute façon, tout le processus d'évolution de l'être humain, c'est de la mort et de la renaissance en permanence. Et moi, je suis pour accélérer un peu le processus parce que des fois, il y a des vieilles mues, des vieilles parties de toi qui restent collées et c'est bien difficile de s'en débarrasser. Donc tu continues à fonctionner selon des schémas qui ne sont plus toi et qui sont enfermants alors que tu pourrais t'expandre beaucoup plus. Et moi, il y a un truc aussi vraiment avec les limitations. Ça me rappelle vraiment Bruce Lee, tu sais, quand il disait que voilà, arrête de te limiter, sois comme l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, vraiment, il y a quelque chose de comme ça. Je pense vraiment que ce qu'on est, en fait, notre essence, elle n'a aucune limite, en fait. Elle n'en a aucune. Et que c'est vraiment nous, avec nos règles, mais même pas les règles, avec vraiment le petit ego, le petit machin, qui nous limitons. Et on se limite d'une façon triste, en fait. On se limite d'une façon extrêmement triste. Et pour moi, pour vivre une vie géniale, en fait, il faut être capable de... Voilà, quoi. Ouais. Mais si on doit faire comme l'eau, comme le dit Bruce Lee, il faut aussi être capable de cette force-là que peut avoir l'eau à certains moments. Mais l'eau, c'est aussi la patience. Hein. Oui. Oh oui, de toute façon, c'est un chemin qui n'a pas de fin. Hein. T'as intérêt de toute façon quand même à kiffer le voyage, parce que c'est pareil, la diète, c'est encore une fois, moi, malgré les nombreuses diètes que j'ai pu faire ou quoi, il y a encore beaucoup de choses qui me posent problème à l'intérieur de moi et je te dis qu'il en faut de la patience. Hein. Il me faut beaucoup de patience avec moi-même pour accepter que non, je ne suis pas encore exactement voilà ce que je pense être. Il y a encore beaucoup de choses qui me freinent et de toute façon la patience que tu le veuilles ou non, hein, moi ça me fait pas plaisir mais ça fait partie du truc, hein. Ouais, il y a toujours cette idée qu'avec les psychédéliques ou les entéogènes, on va aller beaucoup plus vite à la rencontre de soi que si on prenait d'autres chemins, peut-être beaucoup plus longs. Mais en même temps, comme la méditation ou d'autres techniques, mais en même temps, c'est Stéphane Alix qui disait ça d'ailleurs dans une des interviews sur la chaîne, que c'est pas parce qu'on arrive plus vite à destination qu'on comprend plus vite ce qu'on est. On doit y retourner plusieurs fois et ça peut être une quête sur plusieurs années, même avec l'aide de l'ayahuasca pour comprendre qui on est. C'est le fait d'y arriver vite ne veut pas dire qu'on comprend vite. Non, ça c'est tout à fait vrai. Après, moi, ce que je remarque quand même, c'est que quand tu as vu, parce qu'il y a quand même des moments avec l'ayahuasca, alors encore une fois, c'est pas systématique, mais il y a des moments vraiment où tu la vis, en fait, par exemple, la renaissance ou ce à quoi tu pourrais accéder si vraiment tu étais libre, en fait. Moi, je pense par exemple à une cérémonie que j'ai fait il y a pas longtemps où elle m'a fait passer partout. Enfin, du coup, comme je te l'ai dit, je découvrais l'alchimie, donc j'étais fascinée par le processus des transmutations, des machins comme ça. Et donc, j'ai demandé, en fait, de me montrer ce que c'était vraiment, de me montrer, en fait, ce que c'était la transmutation, vraiment. En fait, elle me l'a pas vraiment montré avec des visions, elle me l'a vraiment fait vivre, en fait. Donc, ça a commencé par vraiment un niveau très corporel, un nettoyage, je te passe les détails, mais enfin, on va dire un nettoyage corporel, tout un tas de phases, en fait, comme ça. Bon, bref, peu importe. Et à la fin de tout ce long truc, si tu veux, j'étais dehors, du coup, et je regardais les étoiles. Et tu sais, des fois, on a le sentiment de faire, en ayahuasca, on a le sentiment de faire vraiment un, en fait. Enfin, on est vraiment dans la conscience universelle et on est vraiment un avec le grand tout et c'est un sentiment merveilleux. Mais quand t'es allongé avec des visions, ça, c'est une chose et c'est merveilleux comme sentiment. Mais là, j'étais plus Maréada, quoi. Enfin, tu vois, j'étais à l'extérieur, vraiment avec mes yeux ouverts, j'étais debout, en pleine nuit, je regardais le ciel. Et en fait, j'étais un avec le grand tout, tu sais. Et je pouvais pas m'empêcher de sourire, je crois pas avoir ressenti une telle joie dans ma vie, une telle gratitude, en fait, tu sais. Je criais, en fait, même, tu sais, une joie une gratitude tellement énorme que ça me transcendait, si tu veux. Et le fait d'avoir les yeux ouverts, d'être dans une conscience plus ou moins ordinaire quand même à ce moment-là,
Voilà, moi c'est ce que j'appelle une renaissance où voilà, à ce moment-là, j'étais vraiment libérée de la Zoé du passé qui me faisait chier avec toutes ces limitations, tout ça. J'étais vraiment waouh. Bon, après je suis passée, voilà, je suis rentrée dans la Maloca et elle m'a fait comprendre en fait que tu sais vraiment le pouvoir créateur en fait de la conscience sur la matière. Elle m'a même appris, figure-toi qu'elle m'a même appris à tirer à l'arc. Enfin des choses. Elle m'a dit tout est possible en fait, tout est possible. Si tu veux, tu peux danser comme une sauvage, tu peux chanter super bien, tu peux apprendre la guitare électrique, tu sais, t'as tout plein de choses en fait en toi. Y a pas de limite en fait. Tu peux vraiment, voilà. Et avec ton esprit aussi, tu peux tu agis vraiment sur la matière, en fait. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. Et donc, après avoir connu quelque chose de comme ça, même si je suis pas capable de perdurer indéfiniment dedans, je retourne quand même dans ma petite coque égotique limitée. J'oublie parfois la magie, et voilà, tu vois. Mais le fait d'avoir vu, en fait, d'avoir vu ce que c'est quand tu es vraiment, quand t'es vraiment, tout en étant un être humain, hein, mais en regardant les étals et de voir, en fait, ce que c'est plus facile d'y retourner, en fait. Alors oui, comme il dit Stéphane Alix, effectivement, c'est des va-et-vient, c'est pas éternel. Il y a des choses que tu pensais avoir appris, que ça faisait définitivement partie de toi. Pas du tout. T'es là, mais comment c'est possible, en fait, que je sois retombée là-dedans? Mais par exemple, pareil, après avoir fumé du buffo, par exemple, quand tu fumes du buffo, que t'es en pleine conscience universelle, et qu'effectivement, voilà, tu te dis, putain, il y a un avant et un après, je serai plus jamais pareil, ma vie, mais... tranquille, quoi, c'est un jeu, les mecs, c'est un jeu, il y a rien à flipper derrière. Voilà, quand on meurt pas vraiment. Tu vois, t'as un afterglow, comme on dit, que pendant plusieurs mois, t'as plus peur de rien. T'es là, ouais, non, mais en fait, moi, je suis là pour m'éclater. La vie est magnifique. Et tu finis quand même toujours par tomber dedans et tu te dis, mais comment c'est possible? Après avoir vécu des choses comme ça, après avoir compris ça, et quand tu comprends les choses avec ces trucs-là, tu les comprends avec toute ton âme, hein, c'est pas ton intellect. Et bah si, en fait, tu retombes quand même dans l'ancien truc. Mais de l'avoir vu, de l'avoir vécu avec tout ton être, c'est plus facile après de savoir en fait vers quoi tu te diriges. Plutôt que peut-être méditer sans avoir connu l'éveil et qu'on t'en parle de l'éveil. Tu vas écouter des personnes éveillées, tu vois qu'ils ont l'air bien, mais toi-même, tu le connais pas, l'éveil. Donc, c'est peut-être un peu frustrant, peut-être un peu, tu vois, alors qu'avec avec ce genre de plante que moi j'utilise, tu l'as vu, tu l'as vécu, ça a duré pendant un moment et tu sais que c'est ça que tu veux, tu sais que c'est ça ce que t'es vraiment. Oui, en tout cas, ce savoir qu'il existe des sommets sur lesquels tu peux arriver, au sommet desquels tu peux arriver, c'est un savoir rassurant. Ça veut dire que tu as cette possibilité en toi d'arriver à ce sommet-là. Et puis, ces plantes te donnent la possibilité d'entrevoir ou de te poser pour un instant sur ce sommet, mais tu sais au fond de toi qu'il existe, quoi. Mais le truc, c'est que c'est même pas un sommet, en fait, c'est ce qu'on est véritablement. Et on en revient justement au truc de la liberté. C'est ça qui est terrible, en fait, c'est que c'est complètement tricky, en fait. Tu te dis, mais comment ça se fait qu'on doive lutter pour trouver quelque chose qui est en fait ce qu'on est profondément? C'est incroyable toutes les couches qu'il peut y avoir autour, alors qu'en fait notre essence et notre véritable nature, c'est ça. C'est pas la peur, c'est pas la parano, c'est pas ça en fait. Notre essence vraiment, c'est ce sentiment d'être un avec tout et d'avoir un sourire indéboulonnable parce qu'en fait la vie est magnifique en fait. Voilà. Donc, en fait, il s'agit juste d'arriver à... Et on en revient justement peut-être à la discipline intérieure et au fait que la liberté, en fait, qui a besoin, en fait, peut-être de contraintes, en fait, pour trouver la liberté, c'est parce qu'en fait, il y a besoin d'une discipline. Parce que il y a cette tendance, en fait, l'ego est quand même extrêmement fort et il y a cette tendance, tu vois, qui soit au premier plan. Alors qu'en fait, avec une discipline par rapport à ses pensées, par rapport à son comportement, par rapport aussi peut-être à des pratiques hein, que tu vas mettre en place, voilà, on est obligé en fait. On est obligé si on laisse faire, malheureusement, on n'est pas dans notre nature profonde. Il y a l'ego qui fait chier en fait quoi. Alors qu'avec une certaine discipline et une capacité, par exemple à gérer ses pensées, hein, à gérer son être intérieur, dans ces cas-là, en fait, on écarte ce qui n'est pas nous pour arriver à être vraiment aligné avec ce qu'on est vraiment. C'est là qu'on rejoint la nécessité d'une discipline en fait et de persévérance aussi dans la chose quoi. Le style direct et un peu trash semble te porter. Pourquoi penses-tu qu'il est intéressant de bousculer le lecteur?
Bah, encore une fois, c'est pas dans le but de choquer ou bousculer, en fait, de base, hein. Là, peut-être que je me montre polie, mais je suis très grossière de nature, je jure comme un charretier, c'est ma nature, tout simplement. J'aime beaucoup, après, moi, les bouquins de Bukowski ou j'aime énormément, hein. Pour moi, l'argot fait partie de la vie et et ça me dérange pas du tout de l'employer. Donc, en fait, là, il se trouve voilà, on est sur un personnage, de toute façon, qui est jeune, qu'on a rien à péter de rien, on va dire. Donc voilà. Donc ça me paraissait tout à fait logique en fait d'écrire presque en langage parlé. Il y a peu de négation. Voilà, c'est écrit comme moi si je te racontais mon histoire et que je mettais des gros mots de partout, des exclamations, voilà. Donc ça me paraissait tout à fait logique en fait que voilà, ce personnage de toute façon c'est lui. C'est écrit à la première personne. Il s'exprime de cette façon-là. Donc ça me paraissait tout à fait naturel en fait de m'autoriser à écrire comme ça. Et de toute façon, les lecteurs ont l'air de plutôt bien réagir. Ils disent que c'est extrêmement, extrêmement immersif, qu'ils se sentent vraiment en fait catapultés sous la peau de ce mec en fait. Et qu'ils aiment en fait, qui parlent de cette façon, en exprimant justement des choses assez complexes finalement, mais sans utiliser d'aucun grand mot en fait. Moi, je pense, là par contre, c'est une vraie position à moi. Je pense que les gens de la philosophie, je sais plus qui exactement, mais je pense peut-être à Hegel ou je ne sais plus. Enfin, il y en a qui m'ont vraiment gavé, quoi, en disant les mecs, pourquoi est-ce qu'il faut tortiller comme ça? Est-ce que vous avez l'air plus intelligent quand vous exprimez quelque chose qui est déjà complexe d'une façon encore plus complexe? Est-ce qu'il y aurait pas peut-être moyen au contraire, d'exprimer des choses qui peuvent paraître difficiles? Alors de les exprimer d'une façon tout à fait simple et même terre à terre, presque comme je sais pas, de la vulgarisation, j'en sais rien. Et moi, je trouvais ça intéressant en fait, parce que oui, effectivement, il y a quand même des grands concepts qui sont manipulés dans Borderline, des choses qui pourraient paraître assez obtuses, mais en fait, quand tu les exprimes, voilà, quand tu les exprimes de façon cool, en fait, c'est simple en fait, hein. Voilà. C'est vrai qu'il y a aussi une manière de se protéger derrière le langage pour pas mal, quand on expose des idées difficiles à articuler, de tout à coup se protéger derrière le langage, et puis ça met une barrière, et puis on a l'impression d'appartenir à une certaine catégorie de personnes quand on arrive à comprendre un certain type d'écriture, et du coup ça écarte tout un autre Oui. groupe de personnes, Oui, hein. oui, t'as entièrement raison. Après, moi, je t'avoue que voilà, hein, j'ai quand même eu des réflexions, hein, que ce soit, ouais, voilà, sur mon blog aussi, évidemment, sur mon blog, c'est peut-être, je sais pas si c'est pire que Borderline, mais enfin, c'est bien freestyle aussi quand même. Et j'ai des réflexions, hein, quand même régulièrement. Oui, quand même, c'est dommage. Ouais, d'accord. Après, moi, je trouve que le style. Après, moi, voilà, encore une fois, je suis pas. C'est de la fiction que j'écris, hein, voilà. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'expériences qui sont réelles. Moi, je considère que ce que je dis dans Borderline est vrai. C'est pas quelque chose de. Pour moi, c'est la vérité que je dis, voilà. Mais je pense que je suis une artiste, hein, quand même. Donc voilà, plutôt que mon but, c'est pas non plus de vendre l'ayahuasca aux gens, en fait, hein. Moi, voilà, en tant qu'artiste, si tu veux, on n'est pas censé, en fait. On n'est pas censé non plus porter un message spécialement moral. Moi, j'ai rien à défendre. De toute façon, je vous présente l'histoire. Et moi, l'histoire, je l'ai pas fait pour vous apprendre en fait quelque chose. En l'occurrence, hein, l'histoire, elle me vient. Je l'ai écrit comme elle m'est venue. Il se trouve que c'est une belle histoire et qu'elle transmet des trucs vraiment cool. Moi, je pense qu'il peut aider les gens, c'est vrai. Mais en fait, moi, j'ai rien à vendre, quoi. J'ai rien à défendre. Donc, je m'en fous en fait que le langage soit comme ci comme ça. C'est pareil. Il a des comportements. On va pas rentrer peut-être dans les détails. On va pas spolier les gens, mais enfin, il a un comportement avec sa sœur qui est pas tout à fait moral, hein, quand même. Il est loin d'être dans la morale, en fait, hein. Enfin, il est, voilà, hein, il y a beaucoup de choses qui sont peut-être indéfendables pour certaines personnes, mais moi, en fait, j'ai rien à. C'est pas moi déjà, de toute façon, c'est un personnage de fiction. Voilà, donc ça c'est pour le côté du fond, on va dire. Et pour le côté de la forme, moi j'aime les styles. J'aime Bukowski, j'aime Hunter Thompson, Pour moi, c'est très important quand même que le style soit défini. J'aime qu'on reconnaisse que ce soit moi, en quelques phrases, on dit je connais ce style, tu vois. Chuck Palahniuk aussi, bon, il est pas grossier, Chuck Palahniuk, mais il a un style, il est assez minimaliste, enfin. Et pour moi, ça fait tout à fait partie de l'art. C'est très important en fait d'écrire un truc qui a de la gueule, tout simplement, et de vivre aussi une vie qui a de la gueule. De toute façon, pour moi, ça fait partie du truc. Et on est censé s'amuser. Et moi, je m'éclate avec mon écriture et ça se sent et c'est cool, quoi. Tes livres, ils ont comme sous-titre des noms de niveaux. On part du -2 et on remonte la pente, hein. Donc,
On a l'impression que c'est plutôt une sortie des ténèbres parce que quand on parle de niveau -2, on est plutôt sous terre et puis ensuite il y en a même un qui s'appelle surface si je me trompe pas. Donc on va vers l'idée quand même de lumière. Est-ce que est-ce qu'il est-ce qu'il y a un rapport avec les niveaux de conscience qui sont théorisés en partie par Olivier Chambon et puis aussi Stephen Schillinger, avec les 6 niveaux d'élargissement de conscience? Est-ce que tu as voulu faire un lien avec ça? Est-ce que c'était complètement inconscient quand toi tu as parlé de niveau? Ou est-ce que tu parles de niveau négatif de conscience pour arriver à ces 6 niveaux de conscience qui sont évoqués par Chambon? Comment est-ce que tu es arrivé à cette idée de passer de niveau en niveau pour ta saga? C'est une idée de ma mère. C'est une idée de ma mère, on ne sait pas trop comment c'est venu. En fait, on réfléchissait, figure-toi que même le titre, on l'a trouvé plus ou moins en famille, et quand le truc était fini, bon, il faut lui trouver un titre, enfin bon, bref. Donc, j'aurais adoré, à vrai dire, je les connais, hein, le truc des niveaux. Après, c'est Timothy Leary, je crois, qui en a parlé la première fois. Il y a un livre génial de Laurent Huguelit aussi qui s'appelle les 8 niveaux de conscience, il me semble. Et justement, le huitième, c'est le niveau quantique, le niveau créateur. Enfin, c'est vraiment génial, ces trucs-là. Je ne suis, bon, moi, de toute façon, il n'y aura pas 8 livres, hein, donc ça n'ira pas jusque-là. Donc, il doit y avoir certaines accointances, mais après, ce n'est pas volontaire de ma part de l'avoir fait de cette façon-là. Moi, je voyais ça d'une façon un peu plus basique, en fait, où effectivement, le niveau -2, en fait. Donc oui, c'est, voilà, tu pars de niveau -2, niveau -1, niveau 0. Le niveau 0, donc, t'as, voilà, les souterrains, le labyrinthe, la caverne. La caverne, c'est la caverne de Platon. Donc, le niveau 0, où t'es entre les deux mondes, si tu veux, c'est le royaume des illusions, où t'es pas encore, si tu veux. Et après, oui, la surface. Et le dernier livre que je suis en train d'écrire, que ça, je te dis pas ce que c'est. C'est encore autre chose. C'est pas les cieux, mais bon, c'est encore autre chose. Bref. Donc voilà, je voyais ça d'une façon assez simple. Et on voit bien, en fait, que dans le livre numéro 1, on est dans les pulsions primaires, en fait. On est dans le, tu sais, le côté animal. Quelque chose d'assez basique où en fait où l'être humain est régi par des mécanismes qui sont plus ou moins sauvages et inconscients, en fait, si tu veux. Après le labyrinthe, alors voilà, je suis pas une pro de labyrinthe, mais moi ce que ça m'évoque, si tu veux, c'est voilà, t'as trouvé ton fil d'Ariane quand même, t'as quelque chose du coup que tu vois là, voilà, mais il y a un monstre quand même qui est là, tu vois, un monstre qui rôde. Toi, tu vas faire beaucoup de détours, tu vas te perdre, tu vois, quelque chose comme ça, pour moi, dans ma conception, déboucher sur la caverne. Où voilà, là t'y es presque, si tu veux, mais t'as encore les illusions qui viennent, t'as du mal à définir, tu vois, t'as la lumière effectivement au bout du machin qui te guide plus ou moins. Voilà, moi je l'ai fait d'une façon vraiment très personnelle, on va dire. Alors après, oui, il y a certainement des accointances avec d'autres trucs, mais voilà. Et l'ayahuasca, c'est quoi? C'est le fil d'Ariane ou c'est le monstre? Non, c'est le fil d'Ariane. Enfin, c'est le fil d'Ariane. Je sais pas si je dirais que c'est le fil d'Ariane. Après, le monstre, pour moi, le Minotaure, c'est l'ego, hein. En l'occurrence, c'est le gardien du seuil, c'est le dragon, c'est celui voilà quoi, hein, qui est toujours, qui te suit de près, on va dire quand même, et qui grogne un peu dans les murs. Après, non, le fil d'Ariane, pour moi, c'est. Ou c'est peut-être Ariane d'ailleurs. Oui, peut-être, si tu veux. Alors après, je sais pas, encore une fois, je suis pas une pro de la mythologie, donc peut-être que l'ayahuasca serait le fil d'Ariane et que la liberté, par contre, la liberté serait Ariane, et que le fil, en l'occurrence, ce serait effectivement une voie, du coup, un chemin comme ça qui te permet d'accéder à, voilà. Après, l'ayahuasca, pour moi, n'est pas une fin en soi, encore une fois. C'est une aide et c'est une grande amie. C'est une grande amie au stade où j'en suis, mais c'est pas une fin en soi. Voilà, c'est justement pour ça qu'on pourrait l'associer au fil plutôt. Parce que le fil dans la mythologie, c'est plutôt une aide et c'est pas la fin en soi. C'est ça, tout à fait. Ouais, très joli. Dans ton livre, ton héros, il va se sortir de problèmes liés à la drogue ou à l'abus de substances grâce à ce qu'on pourrait appeler une drogue, de notre point de vue occidental, l'ayahuasca, c'est-à-dire il sort des drogues grâce à une drogue, grosso modo. Et puis, on sait qu'il existe des programmes de réinsertion de personnes dépendantes qui sont très efficaces, comme au centre Takiwasi au Pérou, justement, où il y a des programmes pour la réinsertion de personnes dépendantes de toutes sortes de dépendances grâce à des diètes et à l'ayahuasca. Et puis, ce programme Takiwasi est extrêmement
efficace parce qu'il y a très, très peu de rechutes. Les gens ne rechutent pas même après, 5 ans, dans 80 des cas, ce qui est énorme. Alors je ne sais pas si c'est exactement 80, mais c'est dans ces eaux-là et ils ont les meilleurs résultats, des résultats bien meilleurs que la plupart des centres de désintoxication qu'on a en Europe. Heu, c'est assez étonnant ce rapport qu'il y a entre cette clinique Takiwasi au Pérou et ton héros qui se sort de problèmes de dépendance aussi grâce aux mêmes substances, hein. S'il part dans la jungle, c'est juste qu'en fait, il tombe sur un chaman d'une façon tout à fait, voilà, mais il est plus dépendant à ce moment-là. Donc voilà. Hem, Après oui, Takiwasi, moi je pense que si ça marche Takiwasi, enfin, je sais pas si tu connais le processus, mais c'est violent, hein. C'est sur un an entier. Les premières semaines, tu vraiment il travaille en fait, je pense qu'il a fait une interview magnifique, à ce niveau, Jacques Mabi, où il parle en fait qu'il travaille sur tous les niveaux, encore une fois, d'une personne, et c'est pour ça que ça marche. Alors que nous, dans nos cliniques, voilà, on va travailler au niveau probablement physique et un petit peu psychologique. Lui, avec les plantes, justement, il est capable de travailler puis à tout un tas de niveaux. C'est énorme, et même, tu sais, au niveau spirituel, au niveau ancestral, au niveau émotionnel, au niveau. C'est pour ça que ça marche. Et après, il les fait entrer dans des processus de mort-renaissance. Tu sais, des fois, il les met sous terre, tu sais, comme si. Vraiment, en fait, hein, et avec de la terre, juste un petit mouchoir sur les yeux pour arriver à respirer quand même, mais il les enterre complètement. Et il est comme si vraiment ils mouraient à eux-mêmes et qu'ils renaissaient. Il est. C'est pour ça que ça marche, c'est parce qu'ils travaillent sur tout un tas de niveaux à la fois en prenant les choses dans l'ordre. Les 3 premières semaines, je crois que les personnes sont isolées dans une toute petite truc qui fait 2 mètres sur 2 mètres, seules avec eux-mêmes. On les laisse crier, on les laisse. Waouh! Donc les gens, ils éprouvent leur volonté de guérir d'une façon extrême dès le début, et pendant un an, c'est énorme ce qu'il fait. C'est pour ça que ça marche. Nous, à côté, évidemment, tu sais, tu leur donnes enfin voilà, tu leur donnes des cachets desquels ils vont être encore plus dépendants. La méthadone et le Subutex, par exemple, par rapport à l'héroïne, mais c'est une catastrophe. Ils arrivent plus à sortir après de ces substances. Et puis la vague psychothérapie qu'on leur fait, on travaille absolument pas sur tout leur niveau. Mmh. On remonte peut-être vaguement à l'enfance, bah tiens, pourquoi t'es. Mais non, la dépendance, c'est quelque chose de. Puis Jacques Mabille travaille aussi sur, tu sais, les entités qui prennent possession d'une personne et qui. Il faut déjà les admettre, les entités. Ici, on Oui. n'a pas tendance à les On n'a admettre pas d'emblée. tendance à les admettre. Après, voilà, moi, je sais pas si c'est quelque chose auquel voilà, c'est un paradigme. En tout cas, c'est le sien. Et moi, ce que j'ai remarqué, même si. Visiblement, pour que les choses fonctionnent, chez les Shipibo, c'est pareil, c'est le même principe qu'avec les rêves ou quoi. Même si c'est pas ton paradigme, même si il se trouve que leur paradigme, celui de Jack Mabi ou celui des Shipibo, il est tout à fait cohérent. Même si toi, tu n'y crois pas, même si on s'en fout, en fait. Eux, ils ont vraiment déterminé une méthode à travers leur paradigme, et ils fonctionnent, en fait. Qu'il y ait des entités, on s'en fout, en fait. Tant que tu es dans ce paradigme-là et que tu fais les choses, les choses qu'ils ont déterrées, qu'ils ont découvertes dans ce paradigme, ça fonctionne. Mmh. Tu parles d'un processus d'une année, on parle bien du processus de désintoxication ou bien de quitter la dépendance aux substances. Mais on peut aller à Takiwasi, si on n'a pas de problème de dépendance particulier, faire des stages de courte durée, je crois, des Apparemment, prises et oui. des diètes. Oui, Ouais. apparemment. Après, oui, une diète pour quelqu'un qui n'a pas de problème de dépendance, une diète en général, c'est sur un mois déjà. On fait un très bon boulot sur un mois, quoi. Mhm, Mhm. mhm. Que toi-même, tu organises des stages pour pouvoir se découvrir soi-même grâce à l'ayahuasca auprès des Indiens Chipibo. Est-ce que toi-même, tu les organises? Et j'ai entendu parler aussi que tu fais du coaching pour préparer les gens ou alors pour le retour, une fois qu'on est redescendu, pour comprendre l'expérience qu'on a faite. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors moi, non, j'organise. Moi, je suis absolument, voilà, moi, je suis absolument pas chamane. Je pense pas avoir de don de guérisseuse. Enfin, j'ai pas envie de creuser de toute façon de ce côté-là. Voilà, pour moi, les chamans avec qui je pratique, moi, c'est les Shipibo que je connais. Pour devenir chaman chez eux, c'est quelque chose d'extrême, hein. Encore une fois, les mecs, ils sont isolés 2-3 ans dans la forêt sans voir personne. Enfin bon, c'est un travail d'orfèvre. Ils sont absolument, c'est absolument incroyable. Donc voilà, moi j'aimerais beaucoup en fait organiser effectivement des choses en Europe, parce qu'il y a beaucoup de personnes, hein, quand même, qui viennent vers moi et qui n'ont pas forcément les moyens de se rendre au Pérou, et qui n'ont pas forcément non plus envie de s'engager dans quelque chose là-dedans sans connaître en fait l'ayahuasca avant. Donc moi c'est vrai que j'aimerais beaucoup pouvoir amener l'ayahuasca à ces personnes.
personnes et donc organiser des retraites ou des trucs comme ça. Donc tu le fais pas encore là, c'est vraiment un but, voilà, oui, c'est un projet. c'est quelque chose vers lequel je tends. Après, moi, le truc, c'est que voilà, je suis habituée à travailler avec des shipibos et pour moi, en fait, enfin, si je dois faire découvrir, si je dois être un intermédiaire pour que les gens découvrent l'ayahuasca, je veux absolument pas travailler avec un chaman gringo, on va dire, avec un chaman de chez nous. Je voudrais vraiment que les gens découvrent en fait l'ayahuasca. À travers la tradition et la culture que moi je connais et qui pour moi est là, pour avoir bu avec plusieurs personnes quand même, des mestizos, des indigènes, des shipibos et voilà. Voilà, pour moi c'est les meilleurs des meilleurs des meilleurs et je sais que voilà la façon dont ils travaillent est absolument parfaite. Donc j'aimerais beaucoup en fait, voilà, je connais une famille shipibo avec qui je travaille moi personnellement. Hein. J'aimerais beaucoup, c'est vrai, les faire venir en Europe. Je sais pas, louer un mas, un gîte ou quelque chose. Que les gens pourraient venir une semaine ou 3 jours, un week-end, afin qu'ils découvrent en fait l'ayahuasca dans les conditions presque amazoniennes, mais ici. Et de cette façon, en fait, après avoir connu l'ayahuasca de cette façon-là, je pense que un bon nombre d'entre eux se diraient « Waouh !» Waouh, je viens d'ouvrir une porte. Mais après, en fait, la porte suivante, c'est pas juste consommer l'ayahuasca comme ça. La vraie médecine, en fait. La vraie médecine, la vraie guérison, le vrai travail thérapeutique ou le vrai travail d'apprentissage, c'est à travers les plantes maîtresses qu'on le fait, c'est à travers le processus de diète. Donc voilà, moi c'est ce que j'aimerais en fait, que les gens puissent découvrir l'ayahuasca, voilà, tranquille en Europe, et ceux qui sentent un appel vraiment vraiment fort, bah ils puissent après justement aller en Amazonie, et s'engager dans une diète chez les personnes justement qu'ils auraient rencontrées en France. C'est quelque chose que j'adorerais. Ok, donc là, tu nous as parlé de ton projet, donc il n'est pas encore en place, de faire venir des spécialistes ici pour qu'on puisse faire cette expérience dans de bonnes conditions Ouais. en Europe. Hein. Mais tu fais déjà une sorte de coaching, en fait, soit pour accompagner les gens avant leur expérience, soit au retour de leur expérience pour qu'ils puissent l'intégrer. Oui, en fait, c'est quelque chose c'est pas quelque chose auquel j'aurais pensé en fait, mais tu sais, avec sur mon blog, il y a beaucoup je parle énormément de mes expériences, avec l'ayahuasca, tout ça. Et en fait, bon, il y avait un petit truc, tu sais, un petit mail en fait pour que les gens puissent tout simplement envoyer des questions, je ne sais quoi. Et il y en avait de plus en plus en fait des personnes qui me demandaient des conseils sur la diète de plantes, sur machin. Et bon, ça devenait ingérable à force. Je commençais à avoir vraiment trop, enfin, répondre par mail, tout ça, ça devenait ingérable. Donc oui, j'ai mis en place un truc de consulting en fait, et c'est principalement en fait des gens qui s'apprêtent à partir en diète et qui ont besoin de plein d'éléments en fait, qui ont besoin d'être rassurés, de connaître aussi vraiment de comment ça fonctionne. Des conseils aussi un peu plus personnels, par exemple, c'est vrai que moi les rêves, par exemple, c'est quelque chose avec lesquels je travaille énormément et que je trouve que c'est magnifique. Donc voilà, je les conseille aussi, on va dire à ce niveau, je leur donne des pistes. Mais après, honnêtement, je suis face à beaucoup de profils différents en fait. Je suis loin de répéter toujours la même chose. C'est incroyable. Toutes les personnes qui me contactent en fait, elles ont quelque chose de spécifique avec lesquelles. Voilà, il y a une nana qui était vraiment branchée rêve, une autre qui voulait travailler son œuvre au noir et qui a vu que je parlais d'alchimie, puisque pour moi c'est un travail alchimique en fait, ce qui se passe en diète. Elle voulait spécifiquement travailler son œuvre au noir. Un petit gars qui était à Iquitos là-bas au Pérou et qui allait bientôt rencontrer la plante et qui savait pas trop, qui a eu besoin d'être rassuré. Enfin, il y a tout un tas de profils en fait. Et oui, aussi des personnes du coup qui ont vécu une expérience, alors que ce soit en Amazonie ou en Europe, et qui ont du mal en fait, qui sont pas sûrs de ce qu'ils ont vécu et qui ont besoin en fait d'être un peu remis en place, ou qui ont besoin d'éléments pour comprendre, parce que les chamans ne sont pas toujours t'expliquent pas toujours les choses, on va dire. Donc voilà. Je m'affiche assez comme une puriste en fait, hein, de l'ayahuasca. Il y a beaucoup de choses que je suis contre. Enfin voilà. Et donc c'est vrai que les gens ils viennent vers moi parce que voilà, en Amazonie c'est quand même bien le bordel maintenant. Il y a énormément de centres qui sont pas du tout sérieux, et que en diétant, voilà, les gens ont compris maintenant qu'en diétant une plante d'une façon incorrecte, tu peux vraiment te faire plus de dommages que de bien. Donc c'est vrai qu'ils se dirigent vers moi aussi pour avant de réserver ou pour connaître effectivement
effectivement des endroits vers lesquels je peux les envoyer. Et je pense effectivement à une nana qui m'a contactée il y a pas longtemps. Voilà, à la base, elle voulait juste quelques petits, elle avait besoin d'être rassurée en fait un petit peu pour sa diète. Elle avait jamais fait de diète de plantes, donc voilà, on est parti là-dessus. Et elle m'a dit en fait le nom de l'endroit qu'elle avait réservé pour sa diète. Et il se trouve qu'il y avait une autre nana qui m'avait parlé d'un endroit en fait parce qu'elle y avait été, des amis elle y avaient été. Et il y a un gros problème en fait de viol en série là-bas, hein, pour être tout à fait honnête. Voilà, le chaman est tout simplement un enfoiré de violeur en série. Il a ses arrières qui sont couverts par une autre personne qui travaille là-bas. Et il se trouve que cette jeune femme avait réservé dans cet endroit. Donc je lui ai dit attends, Miss Tinguette, n'y va pas s'il te plaît. Et du coup bon bah voilà, on a réussi à lui trouver un autre endroit sans qu'elle ait besoin de changer ses billets d'avion, tout ça. Donc c'est vrai que voilà, du fait que j'affiche mon côté intransigeant, on va dire, avec les médicinats. Voilà, ça plaît pas à tout le monde, mais il y a certaines personnes qui ont envie de vivre l'expérience comme je la décris, et donc qui se dirigent vers moi pour voilà, Mhm. pour que je puisse. Ça me fait réagir sur 2 points, je dirais. Et il y a un petit peu cette tendance à l'exotisme, de dire que de toute façon, les chamans du cru seront toujours les meilleurs et puis de vouloir faire des expériences que là-bas. Mais il y a aussi le fait que là-bas, c'est pas tous des saints. Il y a aussi des beaux salauds, comme partout, comme en Europe, comme partout dans le monde. Et je vois que tu défends très sûrement et très fortement le savoir-faire amazonien, par-dessus les chamans qu'on pourrait trouver en Europe, les chamans formés en Europe, les chamans modernes, on va dire. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Est-ce qu'on ne peut pas trouver de très bons chamans européens qui auraient été formés là-bas ou qui se seraient formés eux-mêmes avec une pratique des plantes? Ou est-ce que c'est vraiment le savoir sur l'ayahuasca est vraiment amazonien? Un point, c'est tout. Est-ce que tu défends un peu cette position très intransigeante, très stricte, ou bien on peut vraiment trouver de bons chamans en Europe aussi? Alors il doit y en avoir. Moi je connais quelqu'un, un ami à moi en l'occurrence, qui est très bon. Dès son premier chant, j'ai compris que j'avais affaire à quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Donc il doit y en avoir, hein. Il y a pas que mon ami, je pense, il doit y en avoir plusieurs. Après ça n'empêche pas que je pense que voilà, que les indigènes qui ont ça dans le sang, et qui ont vraiment, parce que voilà, les chamans qui ont été formés, quasiment aucun d'entre eux, il doit y en avoir peut-être quelques-uns, mais quasiment aucun d'entre eux ne sont partis pendant des années seuls dans la jungle, pour obtenir en fait ce contact absolument unique et absolument pur avec les plantes, parce que enfin voilà, c'est quand même leur initiation à eux est vraiment balèze. Je pense pas que aucun gringo, hein. Enfin, il doit y en avoir, hein, mais je pense pas que ce soit la majorité. Donc, sans compter, comme je te le disais, par rapport au paradigme, en fait, par rapport au paradigme dans lequel s'inscrit, hein, quand même l'ayahuasca de base, même si on limite, même si ce paradigme nous fascine, même si tout ça, on n'est pas né dedans. On n'est pas né dedans, et je pense que les ficelles vraiment les plus subtiles nous échapperont toujours, hein. Donc voilà. Après, ça n'empêche pas que oui, il doit y avoir effectivement de très bons chamans, on peut les appeler comme ça, hein, qui ont vraiment suivi des initiations avec des plantes maîtresses et qui sont probablement parfaitement en droit de donner l'ayahuasca en Europe. Malheureusement, c'est loin d'être la majorité des cas, et la réalité est que il y a de l'ayahuasca partout, soyons clairs, hein, même en France, là où c'est illégal. Il y en a partout, d'accord? Il y a des week-ends d'ayahuasca qui s'organisent absolument partout. Et la plupart des gens n'ont pas fait spécialement de diète, n'ont pas... Voilà, ils se sont plus ou moins autoproclamés. Ou bien il y a un chaman complaisant de là-bas, parce qu'il y en a énormément. C'est la foire là-bas. Même là-bas, c'est très difficile en fait de trouver un vrai chaman ou un chaman vraiment compétent. Et il y a plein d'endroits, en fait, justement, dans ces fameux centres... où voilà, en fait, ils vont te faire soi-disant une petite initiation, et puis ils vont te dire tiens, t'as ton petit diplôme, oui, tu peux donner en Europe, il y a pas de problème, t'es chaman. Et le petit gars là, avec son ego spirituel bien développé dit bah pas de problème, ouais, moi mon maître, mon maestro là-bas, il m'a dit que je pouvais, c'est bon.
Ça arrange tout le monde, hein. Voilà, ton maestro là-bas, voilà, tu lui as filé des sous, peut-être aussi qu'il va t'envoyer des bouteilles d'ayahuasca, vous faites du business ensemble, ça l'arrange, hein, de te dire que t'es chaman et que tu peux donner, ça arrange tout le monde, d'accord? Donc voilà, la majorité des cas, soyons clairs, hein, en Europe, la majorité des cas, c'est des chamans autoproclamés qui peuvent être dangereux pour leurs clients, pour leurs patients, ou qui peuvent être tout à fait incompétents, sachant qu'ils pratiquent des prix qui sont complètement démentiels par rapport à ce qui se passe au Pérou. Moi, c'est pareil, ça me gêne tout à fait que l'argent de l'ayahuasca, qui est une liane qui pousse là-bas, qu'on est justement en train, ça se développe tellement elle est en menace d'extinction quand même. Ça me gêne énormément que l'argent de l'ayahuasca ne revienne pas aux indigènes. Pour moi, encore une fois, c'est encore une forme de, je sais pas comment on appelle ça, de colonialisme en fait. On va leur voler plus ou moins leur savoir, on va leur voler leurs plantes, et puis on fait, nous, un fric fabuleux avec ça, sachant que voilà, une cérémonie en Europe, ça coûte peut-être, je sais pas, 500 € la cérémonie. Là-bas, pour 1 500 €, tu travailles pendant un mois avec eux, d'accord? Donc c'est tout un business en fait. Après, c'est au niveau éthique aussi qu'il faut réfléchir. Est-ce qu'on a envie de peut-être leur voler la chose qui au final quand même leur appartient, sans les rétribuer pour ça d'aucune façon? Est-ce qu'on a envie de ça? Est-ce qu'on a envie de faire d'adapter la chose pour rester entre nous, après les avoir bien, tu vois? Et puis on continue à les pomper, hein, quand même. L'ayahuasca, c'est là-bas qu'on va la chercher, elle pousse pas ici, hein. Donc on va leur voler leur truc. Voilà, on leur donne 200 € pour la bouteille, puis la bouteille ici, elle se revend 5 000 €, quoi. Hmm. Voilà, est-ce qu'on a envie de ça? Est-ce qu'on a envie de participer à ça? Moi, voilà, c'est pour ça que j'aimerais mettre en place des retraites avec des gens que je fais venir. Ils seront, tu vois, ils seront payés. Et du coup, bah, c'est pareil, les personnes qui seront heureuses de leur travail, bah, ils iront diéter chez eux. Du coup, comme ça, c'est une manière un petit peu de renvoyer la balle. Il me semble, hein. Il me semble, leur médecine est fabuleuse. Ils nous ont appris, voilà, ils ont appris à certains d'entre nous à la partager, à la distribuer, à la machin. Ouais, ce serait bien qu'on dise, oh, bah, merci, hein, c'était cool, les gars. Voilà, maintenant, on va faire des serres, on va faire pousser. Voilà, on vous a bien pris tout votre savoir. Puis nous, voilà, puis en plus, les prix qu'on pratique ici c'est incomparable, quoi. Est-ce que c'est éthique, ça? Est-ce que c'est du commerce équitable, hein? Rien que ça. Tu sais, c'est comme quand tu achètes du chocolat. Voilà, tiens, 2 € le chocolat. Ici, on la revend 10 € la tablette. Il n'y a pas de problème. Génial, tout va bien. Bah, c'est pareil, en fait. Moi, je pense qu'il faut être éthique aussi dans sa façon de... Voilà. Ceux qui ne nous protègent pas des gens qui peuvent profiter d'une situation en disant voilà, je suis né au cœur de l'Amazonie, mais j'ai jamais vraiment été en contact avec tout ça, mais simplement je vais me faire passer pour quelqu'un. Alors il y en a plein qui le font. Mais c'est une catastrophe. Mais ils le font tous en fait. Ils le font tous. Là maintenant, il y a une époque où tu pouvais encore aller en Amazonie et puis faire plus ou moins confiance au bouche à oreille pour trouver quelqu'un. C'est plus possible. Voilà, je suis désolée, je déconseille fortement tout le monde. Ce n'est plus possible de le faire. Là, maintenant, il faut que tu connaisses quelqu'un qui a pratiqué avec les personnes, qui peut te le recommander et tout ça. Parce qu'autrement, tout le monde est chaman. Tu prends un taxi Equitos, son beau-frère est chaman. Tu vas à San Francisco, la communauté Shipibo de Pucallpa. Tout le monde est chaman. Alors qu'il y en a, voilà, encore une fois. Et puis, c'est de moins en moins de personnes quand même qui ont envie d'aller s'isoler pendant des années d'affilée dans la jungle pour apprendre. Ils n'ont plus envie de ça. Les jeunes de nos jours, c'est normal, hein. Les jeunes des villages Shipibo, ils ont envie d'avoir le téléphone, ils n'ont pas envie d'aller s'isoler pendant 3 ans dans la jungle, d'accord? Donc, il faut faire extrêmement attention, et des deux côtés, en fait, que ce soit en Europe avec des gens qui ne sont pas vraiment chamans ou bien là-bas, tout le monde est chaman. Et voilà. Donc non plus, quoi. Non, faut faire très attention. Ouais, je crois que c'est un très bon conseil à donner, parce qu'on a tendance, enfin, on sait pas quels sont les codes, on sait pas comment reconnaître, et puis heureusement que il y a des gens comme toi qui peuvent nous guider, il y a des gens qui ont fait des expériences et qui peuvent un peu montrer la voie, parce que j'imagine bien que là-bas tout le monde doit se précipiter dans cette brèche économique qui s'ouvre, quoi. Oui. Et il y a des centres qui sont, j'insiste, il y a des centres qui sont vraiment dangereux. Il y en a où ils pratiquent la sorcellerie, en fait, sur leurs clients. J'ai rencontré deux nanas qui sortaient de ça, une catastrophe. Voilà, il y a les centres où il y a de l'abus, hein, de l'abus de toutes sortes. Voilà, voilà, des centres où ils vont te faire du lavage de cerveau. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, faites gaffe, les gars. Voilà. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la notion de guerrier. J'ai vu que dans quelques vidéos, tu abordes cette notion du guerrier, et puis que tu es aussi une grande admiratrice de Nietzsche, pour qui la complaisance dans l'état victimaire est le grand problème de la société moderne. Dans ce même esprit, est-ce que tu peux nous parler
de ton amour pour Nietzsche et puis aussi de cette voie du guerrier que tu aimerais prendre et puis explorer. Euh, Alors mon amour pour Nietzsche, encore une fois, je pense qu'on parlait justement de la hache qui défonce la mer gelée en toi ou je ne sais quoi, ce qu'il disait Kafka. Là pour le coup, moi quand j'ai découvert Nietzsche, j'étais jeune, hein, c'était en philo du coup, je pense. Puis ma mère était une grande lectrice aussi, donc je l'ai découvert peut-être vers, j'en sais rien, 14-15 ans, quelque chose comme ça. Je pense que quand tu mets la main sur lui, on va dire, ça l'a fait à tout le monde. Hein. Bukowski, il parle de Nietzsche. John Fante, il parle de Nietzsche. Enfin, la plupart des personnes qui s'inscrivent un peu dans le même truc que moi, on va dire, c'est Nietzsche. Il y a un avant et un après. Hein. C'est comme ça. Donc moi, ça m'a fait exactement le même effet quand je suis tombée là-dessus. C'était des idées et une sorte de, je sais pas, de flamboyance, de puissance. Alors que ce soit dans les phrases, parce que je trouve que c'est un grand poète aussi au final. Hein, que ce soit dans les phrases, dans le fond ou dans la forme. Il y a quelque chose de complètement inédit, de profondément original, de profondément subversif aussi dans un sens, et aussi de tant d'originalité en fait. C'est tellement à contre-courant que forcément en fait c'est subversif. C'est pas forcément qu'il le souhaite lui-même, mais à vrai dire, mais il y a et voilà, moi quand j'ai découvert ça, il y a eu ça me parlait comme jamais rien ne m'avait parlé. J'avais jamais. C'est des idées en fait. La plupart des idées, on les a déjà vues ailleurs un petit peu. Voilà quoi. Me dire bah tiens, c'est juste un peu remodelé, un petit peu refaçonné pour que ça ait l'air un peu neuf. Nietzsche, je suis désolée, notamment par rapport effectivement à sa position extrêmement tankée, qui ne passait pas non plus à l'époque, et je pense et qui ne passe toujours pas maintenant, notamment par rapport à voilà son refus de la compassion, son refus du réconfort. Ça me fait penser justement au loup des steppes de Hermann Hesse. Je crois qu'il y a une phrase comme ça qui dit que voilà l'homme, le loup des steppes ça rejoint Nietzsche. Tu sais, tu quittes les oasis des bêtes de trait, des satisfaits, tu t'avances dans l'aridité, dans voilà le désert des véridiques. Et tu dois en fait renoncer effectivement à tout ce tu vois, à la chaleur humaine, même à la chaleur humaine, à tout ce qui est réconfortant, à tout ce qui te conforte en fait ouais, on en revient à la fameuse zone de confort et tous ces trucs là. Voilà, que ce soit le loup des steppes de Hesse ou bien le Zarathustra de Nietzsche, ou peu importe en fait, c'est un message qui t'incite en fait, hein, pour te rencontrer toi-même, à partir en fait. À partir seul sur ta route, en refusant justement de te considérer toi-même comme tu veux plus rien de réconfortant autour de toi en fait. Tu veux plus rien de quelqu'un qui cherche à vraiment aller au fond de lui-même en fait, qui aspire à découvrir, comme il dit Nietzsche en l'occurrence, tu sais, le plus haut sommet rencontre aussi l'abîme en fait. Quand tu arrives à, en fait, pour moi, je le vois comme la totalité de toi-même en fait, où le sommet et l'abîme sont confondus en fait. Et on voit bien en fait le côté un peu dramatique qu'il y a là-dedans. Voilà, la liberté, encore une fois, c'est pas juste quelque chose, c'est pas la libération, c'est pas quelque chose tu sais, d'euphorique où t'es sur le sommet, tu te sens comme un aigle qui vole. Non, non, en fait, le sommeil coïncide aussi avec la partie la plus souterraine de toi-même. C'est aussi pour ça que Borderline aussi, tu vois, on rejoint en fait le côté. C'est un mouvement qui fait comme ça, si tu veux. En fait, on réalise en fait ce que c'est la même chose, si tu veux. Donc voilà, et tout ça, évidemment que c'est quelque chose de guerrier. D'un côté, t'as la voix, t'as une voix, voilà, une voix confortable, une voix sécure, on va dire, quelque chose qui est où voilà, il y a tes pairs qui vont approuver ton chemin parce que voilà, tout le monde est dans le même truc. Tu vas avoir droit effectivement à de la complaisance aussi, hein, de la complaisance envers toi-même. Les autres vont être complaisants envers toi. Oh bah oui, tout va bien se passer. Allez, non, c'est rien. Enfin, quelque chose de réconfortant comme ça. Et puis d'un autre côté, tu as effectivement voilà, c'est peut-être un cliché, mais c'est quelque chose qu'on peut ressentir en soi, quelque chose de réel. Le guerrier solitaire qui dit adieu à tout ce qu'il connaissait, qui dit adieu même à ce qu'il aimait profondément, parce qu'il sent en fait que ça le retient dans le passé, ça le retient ça l'emprisonne en fait. Que même tu sais, même l'idéalisme au final. Moi, qui suis quelqu'un de très idéaliste et qui ai commencé avec des idoles, justement, comme dirait Nietzsche, bon, il faut cramer les idoles, hein, voilà. Mais quand t'es jeune, effectivement, mais même Nietzsche, en fait, même Nietzsche qui est un amour pour moi, si tu veux, et que pour arriver vraiment à être ce que tu es, il faut arriver même à se débarrasser de ce que tu as aimé le plus au monde.
tes grands idéaux, tout ça. Mais ça encore, si tu veux, en fait, ça encore, c'est une couverture. Ça encore, ça te bloque le chemin vers toi-même. Il faut arriver à se débarrasser de l'idée même, en fait, mais même ton idéal, même ce que tu veux devenir, même ça, il faut parvenir à s'en débarrasser pour être vraiment toi-même. Donc, c'est énorme comme truc. C'est des sacrifices, c'est des renoncements, c'est des déchirements. Et tu restes avec quoi, en fait? Tu restes finalement seul avec avec ta route de Desperado en plein, tu sais, en plein devant toi et tu sais pas, en fait, ce qu'il y a. T'as plus rien à quoi te raccrocher, en fait. C'est une espèce ouais, de saut dans le vide spirituel, de renoncer à tout attachement, à tout. Et oui, tu vas être aussi confronté effectivement aux personnes personne n'aime, en fait. Personne n'aime les guerriers solitaires, soyons clairs, personne les aime, en fait. On nous prend pour des fils de pute arrogants voilà, qui sont peut-être insensibles ou qui ont besoin de personne ou qui n'ont pas d'empathie. C'est pas le cas du tout. Simplement, vu qu'on est obligé, en fait, d'avoir cette posture, parce que si on va pas jusque-là, on est trop complaisant envers soi-même, en fait, et on continue avec les illusions et on continue dans la zone de confort, en fait. Donc, oui, c'est extrême comme position. Je le recommande pas à tout le monde. Je m'en fous si les gens ne se reconnaissent pas là-dedans. Moi, c'est ce que je ressens profondément à l'intérieur de moi. Et voilà. Et évidemment, le chemin du guerrier, ça rejoint aussi Castaneda, hein, parce que finalement, tous les livres de Castaneda, on est sur ça, en fait, hein, dont Don Juan, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il lui enseigne l'art de devenir un guerrier. Et c'est la même chose. Renoncer à son histoire personnelle, arrêter, voilà, le petit tyran, enfin, se débarrasser des petits tyrans du monde et le petit tyran qui est à l'intérieur de toi, travailler avec ses rêves. Travailler avec ses rêves et le fait qu'en fait la réalité, être capable en fait de vivre dans quelque chose qui n'a plus, c'est pas vraiment un chaos, mais presque en fait, hein. Presque. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de complaisance dans le côté victimaire aujourd'hui dans la société en général? On est tous la victime de quelque chose et puis on met ça en avant. On voit très peu finalement le guerrier qui se réveille chez les gens. Bah oui, oui, tout à fait, parce que déjà parce que en fait ça apparaît comme quelque chose d'égocentrique en l'occurrence. Les quêtes solitaires, l'affirmation dionysiaque de soi-même, comme dirait Nietzsche, c'est très mal vu. Là maintenant, voilà, les gens aiment. Pardon, je vais partir en plein Nietzsche, hein, l'esprit de troupeau du coup. C'est ça qu'ils aiment. Donc quand t'as quelqu'un en fait qui s'élève pour voilà affirmer sa route solitaire avec force, sans considération effectivement pour le reste, c'est considéré comme de l'égocentrisme. L'égocentrisme est très mal vu. Que ce soit à tous les niveaux, mais aussi pas mal quand même dans le monde spirituel qui est en train de se développer. On est censé quand même aller tous dans le même sens. La compassion est très mise en avant, la tolérance, le fait qu'il n'y ait pas un mot en fait qui dépasse, parce que sinon en fait on est directement dans le jugement. Dès que tu affirmes une position forte en fait, forcément que tu n'es pas inclusif. Parce que forcément, quelque chose de... Après, quand tu parles en mode langue de bois, évidemment, tu peux être d'accord avec tout le monde. Les angles sont arrondis, tu dis rien qui dépasse. Comme ça, évidemment, tout le monde va être d'accord. Et puis voilà, au moins, tu ne juges personne, tu te choques personne, mais tu ne dis rien non plus, en fait. Ça ne fait pas avancer le débat, tu ne dis rien. Par contre, quand tu es dans l'affirmation de quelque chose, et peu importe que ce soit vrai ou pas, à vrai dire, on a le droit quand même d'avoir des opinions, peu importe d'où elles viennent, qu'elles viennent de nos émotions, de nos sensations, de notre vécu, de nos croyances, peu importe. Moi, il y a des... Voilà, c'est pour ça aussi que je dis que se débarrasser de l'ego, non, pas tout à fait. Non, moi, je suis pas non plus pour se débarrasser de l'ego. Je trouve que la personnalité... le fait d'être des êtres uniques, quand même, que la conscience se soit incarnée en chacun d'entre nous, en fait, pour expérimenter une partie d'elle-même, et que du coup, oui, on a des appétences pour certaines choses, on a un rejet catégorique d'autres choses. Oui, la conscience a envie de ça, en fait. Elle a envie, en fait, de l'altérité et de quelque chose qui soit pas lisse, au contraire, mais de choses affirmées. Donc moi, c'est quelque chose que j'assume tout à fait. Il y a beaucoup de parties de moi que j'aime profondément, précisément parce que j'ai des appétits très forts pour certaines choses et des rejets radicaux d'autres choses. Et je pense pas que je doive travailler là-dessus. Je pense que ça fait profondément partie de mon âme, en fait, que c'est la teinture de mon âme, et que voilà, tant mieux si tout le monde n'est pas comme moi, et tant mieux. On est tous différents. La conscience, elle doit être ravie de pouvoir expérimenter plein de personnages différents. Elle doit s'éclater, quoi. En plus, en même temps, vu que ça doit être simultané pour elle, ça doit être génial. Bref. Donc voilà. Et oui, effectivement, forcément que c'est pas bien vu. Forcément que c'est pas bien vu, parce que c'est pas inclusif, c'est jugeant, c'est évidemment.
évidemment. Je voulais te proposer une sorte de petit jeu sous forme de questions. Tu peux passer ou garder, comme tu veux. Je vais te proposer plusieurs aphorismes de Nietzsche. Et puis, si tu n'as pas envie de développer, tu dis je passe. Et puis, si tu veux développer un petit peu, vu que tu les aimes, et puis que c'est un sujet à réflexion, à développement, ça m'a semblé être un jeu amusant. Carrément. Alors, l'homme a besoin de ce qu'il y a de pire en lui s'il veut parvenir à ce qu'il y a de meilleur. Mhm. Oui, bah là, je pense qu'on est sur quelque chose de... Enfin, là, maintenant, je le dis d'une façon clairement alchimique, en fait. En alchimie, on a tendance à dire qu'en fait, les défauts, ce qu'on considère comme des défauts, c'est-à-dire, par exemple, les péchés capitaux, par exemple, tu sais, l'orgueil, enfin, tous ces trucs-là, quoi. En fait, ce sont des qualités non révélées. On en vient, tu sais, de cette chose, en fait, de l'ombre ou les ombres, en fait. Qu'est-ce que c'est, l'ombre? C'est quelque chose c'est quelque chose sur lequel la lumière n'est pas encore passée, d'accord? Et on en vient justement à ce que je disais au tout début de l'interview, sur le fait qu'en fait, l'ego, tu dois t'en servir comme tremplin. C'est pas quelque chose que tu dois dézinguer. Le fameux dragon qu'on a à l'intérieur de soi, c'est pas quelque chose qu'il faut buter définitivement et vivre en permanence avec la princesse, en faire des bains dans le trésor. Pas du tout, en fait. C'est un tremplin, si tu veux, en fait. Donc, le pire qui est à l'intérieur de toi, il attire ton attention, en fait. Il attire ton attention justement sur ce que... c'est pas quelque chose qui est derrière, en fait, je pense. Je pense que c'est la même nature, en fait. Je pense que le pire est aussi le meilleur. Comme quand on dit qu'on a les défauts de ses qualités ou quelque chose comme ça. Donc, oui, moi, je pense que plutôt que de fuir ou de refouler ou d'avoir peur, en fait, de certains trucs qu'on sent à l'intérieur de soi et qu'on n'assume pas, moi, je pense qu'au contraire, quand on regarde, quand on ose les regarder en face longtemps, bah, ça transmute, en fait. Tu sais, c'est comme, je sais pas si tu as déjà eu la haine pour quelqu'un, une haine profonde et désespérée pour quelqu'un. Si tu restes là-dedans, si tu restes vraiment au niveau à essayer de la refouler, c'est-à-dire non, c'est pas un sentiment que je devrais nourrir, voilà. Bon, elle va perdurer, d'accord? Ok. Si tu la regardes vraiment longtemps, si tu te permets justement de t'immerger et que tu lâches complètement, bah, tu vas te rendre compte, en fait, pourquoi tu as la haine envers quelqu'un comme ça. C'est parce que tu l'aimes, en fait, désespérément et que tu es profondément triste que cette personne ne t'aime pas en retour. Donc, en fait, même la haine, qui est pour nous, je pense, le sentiment le plus dégueulasse, le plus vil, le plus violent qui existe, en fait, il a sa source dans l'amour, si tu veux, en fait. Donc, voilà pourquoi on a besoin du pire. Très joli développement. On essaye une autre. La folie est quelque chose de rare chez l'individu. Elle est la règle pour les groupes, les partis, les peuples, les époques. Oui, alors visiblement, il place la folie, encore une fois, hein, il prend tout le monde à contre-courant, parce que souvent on pense que finalement, l'opinion générale, le peuple, ou je ne sais quoi, enfin voilà, l'opinion mainstream, on va dire, voilà, ça c'est bon, et le taré isolé dans son coin qui se défonce, ou qui je sais pas quoi, ou qui écrit pendant des jours sans voir personne, c'est lui le fou, d'accord? Encore une fois, notre fameux ami Nietzsche prend tout le monde à contre-courant. Et voilà, il place la folie j'aime beaucoup, il place la folie. Et oui, moi, je trouve qu'effectivement, il n'y a rien de plus effrayant que des masses complètement... l'esprit de groupe, en l'occurrence, qui fait qu'en fait, voilà, on ne réfléchit plus par soi-même, mais on suit, en fait, hein, on suit l'esprit du troupeau et qu'on se cache, je sais pas, comme à l'époque des nazis, tiens. Oh bah non, mais, oh bah, on m'a dit de le faire, enfin, je sais pas, tout le monde faisait comme ça, bah voilà, c'était la loi. À l'époque, c'était pas, voilà, tu vois, on réfléchit plus, en fait, tout va bien, on se conforme à l'esprit du truc, et on peut arriver à des extrêmes complètement insensés. Mais bon, bah, puisque c'est autorisé, puisque la morale, elle est définie comme ça en ce moment, puisque c'est légal, puisque c'est comme ça, on se cache derrière, quoi. Alors que bon, bah, voilà. Oui, je trouve ça complètement fou, il a raison. L'homme est quelque chose qui doit être dépassé. Oui, bah oui, lui effectivement, il pense au surhomme quand il dit ça. Et en fait, moi, je pense que le surhomme, je pense que c'est la même chose que le guerrier, en fait. Je pense que c'est la même chose que le guerrier, c'est la même chose que le but, en fait, de l'alchimie, spirituelle, en fait, tout simplement, c'est retrouver la part divine qui est à l'intérieur de nous. Et en fait, bon, bah, on peut l'appeler de tout un tas de façons différentes. Pour moi, c'est le soi, hein, de toute façon. C'est cette partie de nous, en fait, qui est éternelle. Qui est, enfin, invincible aussi, j'ai envie de dire, enfin, voilà, de toute façon, c'est quelque chose qui, voilà. Et oui, effectivement, moi, je pense que l'homme est un pont vers ça.
C'est pour ça aussi qu'il faut pas complètement renier l'homme en fait, mais qui au contraire faut le chevaucher presque, j'ai envie de dire. Donc chevaucher peut-être aussi son ego et voilà cette vie-là avec panache là pour le coup, mais qu'il faut tendre. Voilà, c'est pas une fin en soi non plus. Je pense qu'on n'est pas censé mourir aussi bête que ce qu'on est né ou aussi primaire, aussi voilà. Bien que les énergies primales sont très belles hein, pour moi, c'est pas quelque chose que je renie encore une fois, mais il y a quelque chose d'autre vers lequel on peut tendre. Et voilà. Ça me fait d'ailleurs penser à une autre phrase, malheureusement je ne me rappelle plus qu'il avait dite, je vais essayer de retrouver ensuite pour la mettre la source sous la vidéo, mais un biologiste, me semble-t-il, avait dit « Le chaînon manquant entre le singe et l'homme, c'est nous ». Et ça, je trouve très beau. Oui, Ouais, oui, ouais. tout à fait. Oui, c'est... Oui. Après, je sais pas qui c'est qui dit ça. J'ai l'impression que je l'ai vu plusieurs fois, mais je pense qu'en fait, je pense qu'on est. Bah, pardon, c'est chez les samouraïs aussi qu'on voit ça. Par exemple, dans le livre de Musashi, La pierre et le sabre et compagnie, où en fait, oui, on est, même sans parler du surhomme hein, là pour le coup. En fait, on est même pas encore des hommes. Et que pour mériter le nom d'homme, en fait, ça j'en parle aussi dans Borderline, en fait, que là on se rapprocherait plus je sais pas exactement, peu importe. Je vais pas dire un qualificatif gentil, donc autant que je la ferme, c'est mieux. Mais pour mériter vraiment le nom d'homme, en fait, on lutte en fait pour devenir des hommes. Parce que voilà, il n'y a même pas besoin en fait d'être un surhomme ou d'être autre chose. C'est déjà génial d'être un homme si on arrive à l'être profondément, en fait, vraiment. Mais je pense que pour le moment, on l'est pas tout à fait, en fait. On l'est pas tout à fait. En vérité, les convictions sont plus dangereuses que les mensonges. Bah oui. Bah oui, parce qu'une conviction, elle est incarnée chair et os, corps et âme, tout ce que tu veux. Et quand tu l'as vraiment en toi, il me semble que ça détient une force phénoménale, une conviction en l'occurrence. Après, cela dit, il dit que ça peut être dangereux, c'est ça le mot qu'il emploie? Alors ça dépend ce qu'on met derrière le mot dangereux. Je pense que Nietzsche, en fait, quelque chose de dangereux et positif pour Nietzsche en l'occurrence. Donc je pense que elle mérite. Elle est courte cette phrase, mais je pense qu'elle mérite beaucoup. Pour moi aussi, en fait, j'aime ce qui est dangereux. Je pense aussi que c'est quelque chose de bon. Et je pense par exemple à un ami à moi aussi qui dit qu'en fait une intention pour vraiment avoir du pouvoir, en fait, elle doit pas être restée au niveau de machin, ça doit être une conviction. Une conviction, c'est quelque chose que tu vis. Quand on parle, en fait, de créer, par exemple, de créer sa réalité, d'influencer, en fait, tu sais, de modifier ses croyances pour arriver, en fait, enfin voilà, que la conscience ait du pouvoir sur la matière et donc changer sa vie en changeant ses croyances profondément, d'accord? Quand tu veux avoir un impact en fait sur ta vie, il s'agit pas juste en fait comme on pense la loi de l'attraction un petit peu débile à l'américaine, qu'il faut visualiser en fait fortement ce qu'on vise. Par exemple, je ne sais pas, une piscine de dollars, je ne sais quoi. Prenons la piscine de dollars, c'est marrant, d'accord? Que tu visualises la piscine de dollars et que tant que tu visualises et que tu restes au niveau de la visualisation de la piscine de dollars, en fait, tu envoies des vibrations de manque. Parce que tu tends vers quelque chose, d'accord. En fait, pour vraiment arriver à quelque chose, il faut que tu arrives à ressentir, donc en pleine conviction, à ressentir ce que tu ferais quand tu seras en train de te baigner dans la piscine de dollars. Donc en fait, c'est pas la piscine de dollars que tu vises, c'est ce qui en résulte, si tu veux, c'est l'état d'esprit qui en résulte et même l'état machin. Donc un sentiment de, je sais pas, en l'occurrence d'abondance, de tout va bien, de c'est génial. Et c'est ça en fait. Il faut atteindre l'état vibratoire en fait de ce que. Pourquoi on veut les choses en fait? On les veut pas pour eux-mêmes, on les veut pour ce qu'elles vont nous procurer comme sentiment, si tu veux. Donc en fait, la conviction, elle joue à ce niveau-là, si tu veux. En fait, si tu veux changer de vie, si tu veux, voilà, il faut dépasser le stade de l'intention pour arriver à celui de la conviction que la chose existe déjà en fait, pour arriver à ressentir en fait. Comme si tu l'avais déjà. C'est ce qu'il dit dans la Bible aussi d'ailleurs. Hein. Demander comme si vous aviez ou quelque chose comme ça en fait. Hein. Donc c'est à ce niveau-là aussi en fait. Voilà ce que je pense de la conviction. Ouais, très joliment dit parce que je dois dire que c'est une des fois où j'ai le plus pris conscience de quelque chose que je connaissais déjà, qui est déjà répété si on veut, qu'il faut être déjà dans l'état qu'on attend d'avoir. Mais comme tu l'as exprimé, j'ai trouvé beaucoup plus clair que comme ça
comme c'est exprimé d'autres fois. En tout cas, ça m'a parlé. C'est la piscine de dollars. Je Ça doit rigole. être ça. Merci en tout cas. On arrive bientôt à la fin de l'entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, qu'on n'aurait pas abordé, quelque chose que tu aimerais dire, une forme de conclusion? Et puis après ça, aussi nous dire où est-ce qu'on peut te trouver, ton blog et tout ça. De toute façon, qu'on va mettre clairement sous la vidéo pour que les gens puissent te trouver. Je pense que j'aimerais revenir en fait sur mon rôle d'artiste, ça, parce que je pense que je sais pas si, alors oui, il y a probablement peut-être des gens comme Yann Kounen ou tout ça que ça a été abordé, mais la façon en fait dont, bon voilà, moi l'ayahuasca c'est quand même ma voix, la façon dont l'ayahuasca peut changer quand même aussi la vie au niveau créateur en fait, elle est j'aimerais beaucoup en fait que les gens prennent conscience, les artistes peut-être en l'occurrence, m'adresser aux artistes, à quel point en fait c'est magnifique pour un artiste de rencontrer l'ayahuasca sur sa route, pas forcément parce qu'on va en parler tel quel, mais parce qu'en fait il y a quelque chose de fabuleux en fait qui se passe, comme si, je sais pas, comme si l'un et l'autre trouvaient un moyen d'expression, comme si l'ayahuasca trouvait un moyen d'expression à travers nous, peu importe la façon dont on va témoigner d'elle, nous, en tant qu'artistes. Et nous, après, elle nous donne tu peux demander, par exemple, à la plante quoi, d'être inspirée, tu sais. Moi, plusieurs fois, j'ai demandé, et bien souvent, en fait, l'une des raisons pour lesquelles je vais diéter, tout ça et tout, c'est pour aller chercher, en fait, de l'inspiration et de la force, pour que ça nourrisse, en fait, mon œuvre et que ça lui donne une dimension encore plus universelle, encore plus profonde, que ça puisse parler. Et moi, je sais qu'elle est voilà, je trouve ça, il y a une espèce de travail symbiotique, en fait, entre les artistes et l'ayahuasca. Et je trouve ça absolument, absolument fabuleux. Et oui, j'ai envie de dire que je suis je sais pas à qui je dois dire merci, mais je me sens extrêmement reconnaissante en fait de faire partie des gens qui ont incorporé l'ayahuasca en fait dans leur œuvre, de multiples façons, que ce soit effectivement moi en tant qu'artiste, ou bien parce qu'au final quand même, voilà, l'histoire de Borderline, c'est quand même un mec qui part dans la jungle et qui diète des plantes pendant 5 bouquins sans faire finalement grand chose d'autre, hein, quand même. Donc c'est vrai que c'est la première série littéraire en fait qui met en scène la médecina amazonienne de cette façon. Souvent la médecina, on en parle d'une façon anthropologique ou d'une façon scientifique, mais d'une façon fictionnelle en fait ça avait encore jamais été fait. Donc oui, je le dis, je suis extrêmement heureuse en fait d'avoir été choisie peut-être par je ne sais qui, ou d'avoir juste eu l'état d'esprit suffisant pour capter quelque chose, et que l'histoire de Travis de Travis dans Borderline existe en fait, et que ça existe grâce à l'ayahuasca, parce que moi quand je l'ai rencontré, j'ai découvert qu'en fait c'était la clé de voûte de toute cette histoire. À la base je le savais pas, mais quand j'ai découvert l'ayahuasca et que je l'ai incorporé, j'ai fait il y a quelque chose qui s'est ouvert, et Borderline est vraiment devenu Borderline. Autrement, c'était juste l'histoire d'un cassos, en fait. D'un cassos sur un trottoir en train de crever. Il y avait rien de... Et voilà, c'est l'ayahuasca qui a ouvert cette porte. Et là, maintenant, par rapport à mes lecteurs, en fait, je vois comment... C'est incroyable, en fait, comment mes lecteurs réagissent, qu'ils soient ayahuasqueros ou pas, d'ailleurs, hein, parce que j'ai plein de lecteurs qui adorent, en fait, mais bien qu'ils... Voilà. Et apparemment, cette histoire, en fait, elle est comme... Apparemment, ça fait comme une thérapie, parce qu'ils suivent en fait le personnage qui part vraiment des souterrains de la conscience pour s'élever vers l'éveil. Donc il y a tout un cheminement. Et en fait, oui, à ce niveau-là aussi, c'est presque archétypal, on va dire, parce qu'en fait, l'histoire de Travis, c'est l'histoire de la conscience qui se découvre elle-même, qui commence dans son côté rebelle, enfantin, parce qu'on le suit sur toute sa vie, Travis, hein. Bon, l'enfance est vite fait abordée, mais on voit en fait son chemin, si tu veux. Et c'est l'histoire d'une conscience qui se découvre elle-même, et notamment le dernier livre là que je suis en train d'écrire. Que voilà, si tu veux, on part, on part évidemment sur après la surface, qu'est-ce qu'il y a? Bon, bref, il y a la métamorphose, voilà, je vais le dire, il s'appelle La Métamorphose, le dernier, en fait. Ça paraît évident, hein. Bref. Et donc voilà, il y a tout ce cheminement-là, et je vois qu'en fait, ces livres font... Les gens, en fait, ça a l'air de leur faire énormément de bien, en fait, parce que ils se reconnaissent, même s'ils se reconnaissent pas dans tous les aspects de Travis, en fait, je pense qu'ils le sentent, en fait, le côté universel d'un chemin, en fait, que quelqu'un fait vers soi-même, et parce qu'en fait, c'est ça, hein, c'est la quête de soi, c'est la découverte de soi-même, en fait.
Et voilà, jamais j'aurais été capable d'écrire quelque chose comme ça si l'ayahuasca n'était pas apparue dans ma vie et si elle m'avait pas, moi, fait travailler. Parce qu'au final, si j'ai mis tant de temps à écrire ces bouquins que je continue à les écrire, j'ai commencé à 14 ans et maintenant j'en ai 36. Et en fait, j'ai évolué en même temps que mon personnage. Donc tout ce que j'ai, même mes études de philo, hein, et même mes périodes down où j'étais à fond dans la mauvaise drogue, elles y sont aussi en fait. Et j'ai évolué au fil du temps avec mon personnage. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas pu. Ça fait 3 ans là que j'essaie d'écrire le dernier livre. Mais j'étais pas prête en fait, parce qu'il faut que moi-même en fait je travaille sur moi de cette façon-là pour être capable que mon personnage d'en parler en fait et que mon personnage incarne en fait. Je peux pas dire de mensonge en fait. Il faut que je sache de quoi je parle et là en fait j'étais pas prête. Mais là c'est vrai que ma dernière diète m'a offert une sorte de renaissance et de métamorphose. D'ailleurs comme par hasard en fait la plante qui a décidé de travailler avec moi c'est un arbre, il s'appelle le Renaco blanco. Renaco ça veut dire le rené ou le né à nouveau ou je ne sais quoi blanc. Et au niveau alchimique, c'est pareil, si tu veux, le blanc, c'est la lumière, enfin, tu vois. Et il s'est présenté à moi pour travailler. Et dès que j'ai entendu son nom, j'ai fait d'accord, donc en fait, la renaissance, la métamorphose, je pense que cette fois-ci, voilà, j'ai vraiment eu droit. Et donc, je suis prête à terminer le dernier livre. Et je pense que les lecteurs ressentiront, en fait, que tout ça, c'est réel, quoi. Waouh. Pour revenir sur la question des plantes qui ouvrent la conscience, on va dire des entéogènes qui ouvrent la conscience, il y a de nombreux artistes qui font appel aux entéogènes pour trouver l'inspiration, mais aussi des scientifiques. Si je ne me trompe pas, Francis Crick l'a dit ouvertement, hein, celui qui a découvert l'ADN. Et puis, je pense aussi à celui qui a découvert le test PCR qu'on connaît maintenant qui a eu le prix Nobel pour ça. Et lui, il l'a dit vraiment de manière tout à fait ouverte et claire que sans le LSD, il n'aurait jamais pu découvrir le test PCR. Hein. Et pour lui, c'était clair que ça avait fait un tournant dans sa vie. Donc, il y a vraiment une dimension d'ouverture de conscience qu'on peut remarquer chez presque des génies, enfin, des gens qui sont récompensés d'un prix Nobel, c'est quand même pas n'importe qui, en général, surtout dans le monde scientifique. Après, on peut peut-être douter des prix Nobel économiques et de la paix, parfois. Oui. Mais oui, mais en tout cas, dans le domaine scientifique, on peut se dire que ces gens-là n'ont pas déliré quand ils ont eu des informations via les entéogènes. Oui, de toute façon, là, pour le coup, je rejoins Stéphane Schillinger. C'est quelque chose qui, pour moi, c'est normal qu'on y ait accès. En fait, je pense alors je connais pas la théorie des singes qui ont mangé des champignons et qui ont trouvé le langage et qui sont devenus des hommes. Alors, je ne sais pas, hein, c'est possible. Mais je pense qu'en fait, il y a une époque où, comme le dit vraiment Stéphane Schillinger là, à ce niveau, hein, il y a une époque où, voilà, ce qui est la nourriture, en fait, ce qui venait de la nature, c'était pas forcément différencié, tu vois, un champignon entéogène ou une plante comestible de base, en fait, il n'y avait pas forcément de différence. C'est pareil au niveau des rites initiatiques, au niveau des rites de passage et tout ça. Pour moi, en fait, c'est ce qui nous fait défaut d'ailleurs aussi dans la société. Je pense qu'on a vraiment grandi, en fait, que l'humanité, en fait, a grandi et s'est formée avec ces plantes et que c'est tout à fait normal, en fait, qu'on y ait accès. Oui, pour effectivement peut-être trouver des idées révolutionnaires, pour voilà, arriver à faire le deuil d'une ancienne partie de soi quand on passe, par exemple, effectivement, de l'adolescent au guerrier ou de l'adolescent à l'âge adulte. Pareil au niveau de la mort. Alors bon, je suis pas en train de dire que forcément les Cro-Magnons prenaient une grosse dose de champignons avant de crever. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de la nature au même titre que absolument tout le reste. Oui, ça crée des états modifiés de conscience. Après, les états modifiés de conscience, on le sait, sont absolument partout. Quand tu es en train de conduire et de penser à autre chose, tu es en état de modifié de conscience. De toute façon, c'est quoi l'état de base de conscience? Qu'est-ce que ça veut dire au bout d'un moment? Quand tu es en train de rêver, quand tu es en train je ne sais pas, d'avoir un orgasme, quand tu es en train d'être en amour avec tes enfants ou même juste avec ton chien, c'est quoi l'état de base de conscience? D'accord? En fait, il y en a partout. Il y en a partout, simplement, il y en a qui ont été interdits, parce que, bon, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je m'en fous, en fait. Voilà, on s'en fout. Mais, en fait, pour moi, c'est normal que la conscience a besoin, que ce soit au niveau pour gérer ses émotions, pour évoluer, ou pour trouver des idées lumineuses, artistiquement ou scientifiquement. Je pense qu'en fait, c'est normal que la conscience fasse des va-et-vient dans différents états, avec différents
produit, substance ou pas d'ailleurs, c'est pareil. Il me semble que via le rêve aussi, qui est quand même un sacré état de conscience modifié, via le rêve aussi, il y a plein de scientifiques qui ont trouvé des trucs ou des idées phénoménales. Je vois pas pourquoi en fait c'est quelque chose qui est considéré maintenant comme inférieur à un autre état de conscience, qui c'est celui de quoi? De la rationalité pure et dure, alors qu'en fait, non, on sait très bien que le cerveau continue à fonctionner, mais même en restant au niveau du cerveau, hein, il continue à fonctionner ou tout seul et que des fois il fait Eureka, effectivement, on sait pas d'où ça vient, ça ne découle pas d'une chaîne logique et on s'en fout. Et ces idées-là, justement, parce qu'on a un peu lâché l'affaire avec le cerveau droit ou gauche, je ne sais plus, qui est dans la pure logique et qu'on laisse justement l'intuition, bah oui, en fait, c'est normal. C'est comme le côté conscient et inconscient, le côté logique ou intuitif. C'est normal qu'il y ait des échanges qui se créent. On a été foutu comme ça, on a un cerveau qui est foutu comme ça. Pourquoi, en fait? Pourquoi renier cette partie-là? Pourquoi, au contraire, ne pas chercher à favoriser pour accéder à la totalité de nous-mêmes et à la totalité de notre intelligence? Laisser les échanges se faire et arrêter de dire ça c'est inférieur et ça c'est supérieur. Je sais pas pourquoi dans ce monde-là, il y a un état de conscience qui a été favorisé en disant bah voilà, c'est celui-là, tout le reste, c'est pas bien, c'est interdit, ça n'a aucune valeur, ça vaut des pets de lapin. Je vois pas pourquoi. Ouais, d'ailleurs, je crois que tu en parles dans une de tes vidéos. Tu décris cette recherche entre les différents états de conscience comme un petit peu le serpent du caducée, avec la ligne droite qui est fixée par le sorte de sceptre sur lequel il se déplace, et puis les louvoiements qu'on Oui. fait entre cette ligne droite sur laquelle on doit se déplacer, mais on doit Mhm. explorer différents niveaux, différents. Des fois, on a la tête qui va dans une certaine direction, mais on a tout le reste du corps qui baigne encore dans d'autres réalités, dans d'autres historiques, dans d'autres problèmes qu'on peut avoir eu dans le passé, mais notre tête cherche déjà ailleurs. Il y a Mhm. ce mouvement entre la droiture. Oui, c'est Voilà. mon ami des arts martiaux, c'est mon ami Brice Amiot qui dit ça dans son interview. Effectivement, lui aussi, il est assez calé au niveau alchimique et compagnie. Et oui, effectivement. Oui, et moi-même, voilà, j'aime bien parler d'une façon très réelle, sans essayer de berner les gens. Voilà, moi, je l'ai découvert en diète, vraiment, dans le travail avec les rêves. Et il se trouve que je lisais... bon, alors pas au début de la diète parce que j'avais pas le droit de lire, mais après, je lisais Jung en l'occurrence, et Jung et son analyse des rêves et tout ça. Bon, pour moi, voilà, c'est le meilleur des meilleurs des meilleurs. Au niveau de l'analyse des rêves, on peut pas faire mieux. Et c'est lui en fait qui parle justement de cette. Enfin, c'est pas lui qui en parle, c'est partout en fait la recherche, si tu veux, l'accès à la totalité de l'être. Euh, c'est ça le truc d'individuation, en fait, si tu veux. Donc oui, il y a plusieurs choses importantes. Effectivement, la confrontation avec l'ombre, tu sais, l'incorporation de l'anima et de l'animus, si tu veux, de la partie féminine et masculine de tout ça. Et aussi, vraiment, de créer, en fait, un pont entre le conscient et l'inconscient. Alors, il y a l'inconscient personnel et il y a l'inconscient collectif. Et il y a la conscience, si tu veux. Mais là, en fait, dans la vie qu'on mène, on a tendance à vraiment, encore une fois, il y a un niveau, voilà, il y a la conscience, ici, là, maintenant, qui est favorisée, et tout le reste, en fait, c'est du bibija. Alors qu'en fait, Jung l'a révélé il y a longtemps, tout le monde en parle depuis longtemps, c'est complètement essentiel pour justement arriver, voilà, tout le monde en parle du processus d'individuation. Oui, effectivement, accéder à la totalité de soi-même, c'est ça, hein, et c'est ça. Et Jung ne l'a pas inventé non plus, il a juste bien expliqué pour tout le monde, et Dieu soit loué, merci beaucoup Jung. Mais voilà. Et c'est tout à fait normal, en fait, oui, oui, pareil, de rendre la zone poreuse avec l'inconscient personnel, c'est-à-dire effectivement voilà, on va dire les traumas, les émotions, les trucs, jusqu'à l'inconscient collectif, que là, on est dans les archétypes, les machins comme ça. Oui, 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 oui. Est-ce que les lecteurs, les admirateurs, ceux qui veulent plus te découvrir, peuvent te découvrir ou prendre contact avec toi, et de quelle manière? Il y a intérêt, oui. Alors, faut savoir que voilà, je tiens un site internet duquel je suis complètement amoureuse. Je l'adore, ce truc. J'ai dû le créer il y a 3 4 ans, quelque chose comme ça. C'est un espace où, je sais pas, je fais plein de trucs dedans. Bon, alors, ça parle principalement quand même de plantes, parce que c'est vrai que c'est devenu un axe très important pour moi dans ma vie. Et surtout, c'est un axe, en fait, c'est comme la fameuse ligne que tu décrivais là, pour le coup. En fait, on va dire que voilà, moi, c'est ma voie initiatique, c'est celle que j'ai cherchée, voilà, c'est celle que j'ai trouvée, on va dire. Mais il y a énormément de louvoiement. Donc effectivement, l'art, la philosophie, il y a énormément de choses qui m'intéressent, mais qui finalement reviennent, voilà, et tournent autour peut-être de cet axe et tout ça. Donc j'explore beaucoup de thèmes. C'est pareil, je suis en train vraiment d'être fascinée par les arts martiaux.
Bon, je suis en train de, voilà, de tomber dans pas le taoïsme, on va dire, mais enfin bon, bref, plein d'ouvrages obscurs de l'art des samouraïs, de je ne sais quoi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, on va dire. Et donc, je tiens un site où j'explore tous ces trucs-là. Souvent, effectivement, sous l'angle de la médecina, mais en allant beaucoup plus loin. C'est pareil, l'alchimie qui est maintenant devenue majeure dans ma vie. Voilà, c'est quelque chose que je vais aborder sous le prisme de la médecina. Bref. Donc, pour me trouver, moi, je dirais tout simplement aux gens d'aller sur un truc qui s'appelle le Coin des Desperados. Voilà, c'est ma maison virtuelle. C'est là, j'exprime absolument tout ce que je suis là-dedans. Et visiblement, les gens aiment beaucoup. Alors, c'est freestyle, hein, c'est plein de gros mots, c'est voilà, ne vous attendez pas à quelque chose de voilà. Mais moi, je m'éclate. Et donc, si tu vas tout simplement sur ce blog, de toute façon, il y a un truc de contact, voilà, pour faire le consulting pour les gens qui ont besoin de conseils au niveau des plantes. Il y a mes livres dessus. Enfin, il y a tout. Donc, je dirais que c'est le truc majeur sur lequel se rendre pour me trouver. Ça va. Voilà. D'accord, on mettra de toute façon les liens sous la vidéo. Merci beaucoup, Merci Zoé. infiniment. Merci à toi, Alban. C'était trop cool. Merci.